Hello, hello la team. Salut tout le monde. Comment ça Désolé va? pour le petit retard. Ah ouais, là, On a eu du on a un décalage petit horaire, décalage horaire, là, effectivement. comme on nous l'a dit. En tout cas, on est ravis d'être avec vous, ravis de pouvoir fêter Ouais. les 3 ans d'IPLN en live, comme on l'a dit tout à l'heure dans la petite story qu'il annonçait. C'est notre habitude et on espère qu'on va pouvoir faire ça encore pendant très très longtemps. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir de vous C'est accueillir. l'occasion de se retrouver, parler un petit peu de notre passion commune, faire un petit récap aussi de cette année assez chargée, parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvé en live, c'était pour les 2 ans. Il y a un an. Donc là, on a pris un an, on a pris un peu encore en maturité, c'est passé beaucoup de choses. Donc c'est vraiment trop cool de se retrouver avec vous et de passer un bon moment. On a un programme qui est assez chargé. Voilà, l'idée du live, c'était échanger autour de l'actu. Il y a une actu hyper chargée en termes de matos. Il s'est passé plein de choses aussi chez IPLN. Comme vous avez vu, il y a un produit qui a été annoncé ce matin, enfin cet après-midi, plutôt début d'après-midi, le Z6 III qui était hyper attendu. Bon, on va pas trop en dévoiler, bien sûr. mais c'est vrai que l'idée de ce live, c'est qu'on puisse en fait partager tous ensemble, c'est-à-dire partager avec vous qui nous suivez, pour certains depuis un bon moment, pour d'autres peut-être depuis moins longtemps, qu'on puisse parler de l'actualité, parce que c'est vrai que les produits, comme le disait Douglas avec le Z6 III, c'est ce qui nous rassemble vraiment tous, qu'on puisse partager aussi avec les créateurs, parce que vous le savez, IPLN, c'est aussi la team des créateurs, et du coup, on va avoir la chance d'en avoir 4 avec nous tout au long de ce live. Et puis, vous nous connaissez, quand on fait un anniversaire, qui dit anniversaire dit vous régaler aussi. Cadeau. Et du coup, les cadeaux, bon, si vous voulez nous en envoyer, vous connaissez notre adresse, mais sinon, c'est nous qui allons vous en faire. On a voulu faire une mécanique un peu particulière cette année. L'idée, c'était de vous régaler en live et on avait aussi envie un peu de rendre le truc un peu de gamifier un petit peu ce live. Donc l'idée dans ce live, donc ceux qui sont présents déjà, merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut toujours innover chez IPLN, essayer de vous apporter de plus en plus de contenu. Donc voilà, pour vous remercier pendant le live qui va durer à peu près 1h30. On a décidé. On sait qu'on déborde toujours, c'est le chiffre 3, on a voulu capitaliser un petit peu là-dessus. Toutes les 3 minutes, vous allez avoir un compteur sur le live qui va afficher un code promo. Ce code promo, c'est premier arrivé, premier servi. Premier qui l'utilise. Donc, bien évidemment, quand vous allez avoir le code promo, vous n'avez pas le montant qui est en face. Donc, nous, on a mis des montants un peu aléatoires, un peu variables. Le premier qui utilise ce code a gagné. Et effectivement, je le vois dans les commentaires, c'est l'anniversaire d'IPLN et c'est aussi l'anniversaire du copain Guillaume Ruchon. Je vois qu'Antoine n'a pas pu résister. On voulait y venir un peu plus tard. Mais voilà, d'en parler, mais on lui souhaite un super anniversaire. Il nous accompagne, on en reparlera, mais il nous accompagne depuis le début. Donc voilà. Bien sûr. Malheureusement, il peut pas être avec nous aujourd'hui. Aussi parce que c'est son anniversaire. Mais en tout cas, voilà, on pense très fort à lui et on lui fait plein de bisous. Alors, petite question, si vous pouvez nous répondre en commentaire. Est-ce que au niveau du son, c'est nickel? Pas d'écho? Il y a de la problématique? Est-ce qu'il y en a pas? Voilà. Est-ce que dites-nous s'il y a des soucis? On a 4 gars en régie là qui sont chauds. Ils ont travaillé comme des dingues toute la journée pour vous proposer ce live. On est aussi on va y venir un petit peu après, mais on est dans un nouvel endroit. Vous avez vu le live l'année dernière, on était encore plus. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que du coup, on en parlera un peu plus tard dans l'évolution aussi d'IPLN, parce que c'est aussi le but de ce live, c'est que comme vous le savez, voilà, nous on est une famille. Douglas est là, il y a normalement le 3e larron Dylan qui est avec nous. Bon, voilà, petit souci de santé pour lui, rien de très grave, mais du coup, il est pas avec nous aujourd'hui. Donc lui aussi, il est là dans les commentaires. Vous savez, il est dans les commentaires. Voilà, c'est toujours celui qui fait rigoler, c'est celui qui fait les blagues. Donc Dylan, tu nous suis. Je vois que tu es dans les commentaires. Je compte sur toi pour animer et faire la modération et faire rire tout le monde dans les commentaires. Donc voilà, et en fait, du coup, on a eu plein d'évolutions ces dernières semaines, ces derniers mois chez IPLN, et l'une d'elles, c'est celle que vous voyez, notre nouveau studio. Donc, on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire comment vous trouvez le nouveau décor. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus chill. Et puis, il vient d'être fini d'être monté. Voilà. Ah là, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Si ça explique peut-être un tout petit peu le retard qu'on a eu. Et puis dans ce live, bien évidemment, on va aussi avoir ce qui fait aussi un peu l'ADN d'IPLN. C'est nos créateurs. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on va avoir 4 créateurs qui vont se relayer, qui vont venir participer un petit peu avec nous dans cet événement-là. Pardon. On va avoir dans un premier temps Damien Bernal qui va venir réagir à la sortie du Z6 III parce qu'il a eu la chance de le tester. Il a d'ailleurs sorti une vidéo sur le produit dès 14h, 14h00 taquet Damien, il est là. Il y a sa vidéo, je vous invite à aller la découvrir. Et puis après on va accueillir aussi Adrien Coquel. Adrien Coquel de la chaîne Pause Nature, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un photographe, formateur, qui
a vraiment toute son actualité autour de la photo animalière, la nature, la macro en règle générale. On va pas trop en teaser parce que du coup, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais on est ravis de l'avoir avec nous. Et puis, on a donc deux autres créateurs qui vont aussi être là pour parler, toujours pareil, de l'actualité. Bon, un que vous connaissez, qui est très très souvent avec nous et qu'on adore, c'est Maxime de la chaîne Pile et Face. Donc, on est ravis de l'avoir avec dans nous. les commentaires, Mais il est là déjà. Il est de partout. Il est à Nantes, il est à Bordeaux, il est à Paris, il est à Lyon. Il est sur le 4-2-2 Challenge. Il est là tout le temps. Partout. Donc voilà, Maxime et Loris Marie, qui est un créateur fraîchement arrivé dans la team, qu'on vous présentera un petit peu tout à l'heure. Et on aura Achille aussi, qui est responsable un peu de la création de contenu chez nous et chef produit aussi. Attention, qui sera là pour discuter un petit peu et pour parler IA, notamment avec Loris et Maxime. Du coup, on va tranquillement démarrer, vous voyez, hein, donc juste pour vous expliquer la mécanique, vous avez en bas le petit décompte code promo, et puis là, dans 12 secondes, vous allez avoir un code. Vous pouvez aller sur le site et vous en servir. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire dans les commentaires. Si pendant ce live, certains d'entre vous ont pu profiter des codes promo, ont passé des commandes, on le verra de toute façon, nous, dès demain. Mais voilà, ça sera un réel plaisir de le savoir. On va recommencer parce qu'on le fait souvent. Parce que voilà, c'est nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre ADN. Certains d'entre vous sont là. J'ai un petit message, pardon, je suis obligé de te couper. J'ai le premier code promo qui a été pris en live à 18h48, donc il y a 2 minutes. Donc voilà, il y en a un qui a été vif, je sais pas qui c'est, mais en tout cas. Dis-le nous dans les commentaires et dis-nous ce que tu as commandé, c'est intéressant. On aimerait bien savoir. Donc je disais, on va reprendre un petit peu toujours un peu un petit récapitulatif parce qu'il y en a peut-être qui parmi vous nous rejoignent ou en tout cas nous suivent dans la team IPLN depuis pas très très longtemps. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Dites-nous un petit peu depuis quand vous nous connaissez, depuis quand vous avez découvert IPLN et comment aussi, parce que c'est sympa. On a une grosse actualité aussi, Douglas notamment. On va faire la petite intro qui est dans le podcast avec Damien Bernal très régulièrement. Et d'ailleurs, Douglas, il fait des photos maintenant avec des gens qui viennent en boutique, qui le reconnaissent, ça rigole plus. Bon nombre de personnes et on est vraiment très très content d'ailleurs là-dessus, qui nous disent qu'ils suivent le podcast. Alors, je dois vous avouer que comme vous le voyez, là on est deux, Dylan aussi, on se ressemble quand même pas mal et très souvent les gens se trompent. Ils me disent à moi, ouais, c'est super sympa le live que vous faites. Je dis non, c'est pas moi, c'est Douglas. Et quelques-uns demandent à faire une photo, donc c'est assez rigolo pour nous qui sommes. Même si on est beaucoup en avant, voilà, mais on n'a pas l'habitude de ça, donc c'est assez rigolo. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire comment vous nous avez connus. Je te laisse reprendre. Oui, IPLN, on va refaire rapidement un petit historique très rapide, et puis après on va passer dans le vif du sujet, l'actu, tous les produits fraîchement annoncés. On sait que vous êtes là pour ça, et puis aussi peut-être pour les codes promo. On avait pas mal teasé là-dessus. Vous avez bien raison. D'ailleurs, encore d'autres qui ont été utilisés là pendant le live. IPLN. Vous savez on a ipln.fr qui a été lancé en juin 2021, mais IPLN, c'est une histoire riche qui existe depuis. Désolé, parce qu'on l'a demandé et comme il vient d'y répondre, je suis obligé. Donc je vois que c'est Medinek dans les commentaires qui a utilisé le code promo et qui a commandé un lecteur PGY Tech. Bien joué, Medinek. Donc félicitations, et si vous êtes d'autres à l'utiliser, n'hésitez pas à nous dire. Je te redonne. Du coup, comme je disais, on est une entreprise familiale. Nous, on est aujourd'hui la 4e génération, donc on est une partie, on va dire, de l'histoire d'IPLN, vieille de plus de 80 ans. Et on est tombé dedans un peu quand on était petit, au final, parce que c'est vrai que nous, depuis tout petit, après l'école, on avait l'habitude d'aller à la boutique, d'écouter notre papa conseiller les gens sur le matériel photo, vidéo, etc. Et c'est vrai que du coup, il y a rien qui a été forcé. On a été imprégné vraiment de ça, et on a voulu continuer là-dedans. Très vite, la passion est venue, et c'est vrai que on en parle souvent, mais la passion de voir à la fois la technologie qui à l'époque était déjà pas celle d'aujourd'hui, mais qui évolue en permanence, de voir les clients qui viennent, qui sont contents, qui sont bien reçus, qui repartent avec le sourire. Ça a toujours été un leitmotiv. Et du coup, comme le disait Douglas, depuis qu'on a 13, 14 ans, 15 ans, on traîne dans la boutique le samedi, les week-ends et pendant les vacances. Et du coup, c'est ce qui nous a donné envie, chacun notre tour, dès qu'on a eu l'âge, on va dire, de le faire, de rejoindre l'entreprise, du coup moi en premier, puis Douglas par la suite, et Dylan il y a 3-4 ans ou 5 ans maintenant. Et puis l'idée, c'était ce qu'on a voulu faire aussi. Donc on a repris la boutique, je vais dire l'opérationnel, on va dire, en 2015 à peu près. Et puis voilà, c'était l'ère des réseaux sociaux. On a aussi voulu arriver sur le marché du digital et avec un site internet moderne, etc. Mais tout en conservant toujours cet ADN, ces valeurs. Et un peu le défi qu'on s'est lancé, c'est d'essayer d'offrir à un internaute et donc un potentiel client en ligne sur le site internet, un peu la même expérience qu'il aurait de se déplacer dans une boutique, que ce soit chez nous ou dans d'autres boutiques ailleurs qui aujourd'hui font un travail aussi incroyable de conseils, de services, etc. Et l'idée, c'est de proposer à des gens qui n'ont pas forcément de boutique
proche de chez eux ce service-là. Oui, parce que le constat avait toujours été fait par le passé que il y avait les gens qui avaient l'opportunité, la chance ou l'envie de se déplacer en boutique et d'avoir un contact avec un humain, de discuter et de pouvoir toucher le matériel. Et puis d'autres qui, par simplement mécanisme d'achat, préféraient rester chez eux et commander en ligne. Et on s'est rendu compte que, en fait, nous, on avait l'envie de lier les deux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui sur le site, on essaye d'avoir ce côté très humain par divers outils. On parle très très souvent du chatbot. Et puis on a aussi voulu créer une communauté en fait, oui. de photographes, vidéastes passionnés avec qui on interagit sur les réseaux sociaux. Ça a commencé par ça d'ailleurs. En boutique, par le chat, effectivement. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de fédérer entre une plateforme e-commerce où on trouve le maximum de produits en stock, etc., même si on a vocation d'aller encore plus loin dans le futur, et les créateurs, des passionnés, voilà, de regrouper toute cette communauté par différents biais, le site internet, les réseaux, etc. Et en fait, ce lien avec les créateurs, il a commencé à peu près en 2015, on va dire, où on commence avec Guillaume, qui, voilà, on va raconter l'histoire rapidement aussi, mais Guillaume, la démarche des créateurs, c'est lui qui commence à l'initier, qui vient nous voir à la boutique en disant tiens, j'aimerais bien tester du matos en contre-échange de visibilité, donc on commence à faire des choses avec lui, et puis de fil en aiguille on a Guillaume et puis on a d'autres créateurs qui nous sollicitent en fait un peu pour les mêmes raisons. Ouais, puis surtout quand on a commencé un petit peu avec Guillaume, derrière comme tu le dis c'était surtout là de l'échange de bons procédés, c'était à l'époque des vidéos qu'il faisait, des codes promo qu'il mettait, etc. Et après très rapidement, on est arrivé à vouloir, en tout cas, se dire, tiens, puisque on propose ça avec Guillaume, il y a un événement qui est arrivé, qui était le Covid, qui nous a un peu tous enfermés chez nous, on savait pas trop où aller, etc. Et puis après, très rapidement, on a voulu aller vers quelque chose de nouveau et donc, comme on le disait tout à l'heure, développer la plateforme. Tout ça, on va pas vous spoiler parce que il y a un docu exclusif qui sort demain sur YouTube où on retrace un petit peu toutes ces anecdotes, toute cette histoire d'IPLN. Vraiment, on tenait à cœur de vous présenter ça dans un documentaire complet. Donc voilà, soyez présents demain sur YouTube. Il y a un truc sympa qui arrive. Ouais, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi parce que en l'occurrence, on raconte souvent cette histoire familiale et là l'idée c'était d'avoir vraiment de se poser, de pouvoir en dire un petit peu plus nous. Mais aussi Richard. Donc d'ailleurs, si en régie, vous êtes prêts, on va vous faire passer un petit teaser. Obligé de s'adapter. On découvre un nouveau monde. En fait, j'ai pas envie de me mettre de limites. Je pars du principe que rien n'est impossible et je pense que notre vraie force, c'est ça. Voilà, donc soyez au rendez-vous demain. Et je vous rappelle juste rapidement le dispositif en fait pour l'anniversaire. Donc là, vous voyez les codes promo qui sont en live. Il y a pas mal d'offres et de promotions qui arrivent sur le site dès ce soir minuit et pendant une semaine. Et on a voulu innover aussi avec un tout nouveau truc. Donc pour tous les gens qui vont passer une commande sur le site internet du 18 au 25, vous allez trouver en fait une sorte d'IPLN card, IPLN Bank. On a essayé de recréer un petit peu une carte de crédit qui ressemble à une carte de crédit classique. Et en fait, à l'arrière, vous allez avoir un QR code qui va vous renvoyer vers une vidéo où on va vous expliquer le concept et le tirage au sort en fait qui aura lieu à la fin de la période de promotion. Donc le tirage au sort aura lieu le 28 juin. Et en gros, dans toutes les commandes, vous allez avoir une carte de ce type-là et on tirera au sort une commande sur la période qui va être, tenez-vous bien, intégralement remboursée en bon d'achat. Donc voilà, regardez bien la petite carte et soyez présents pour le tirage au sort le 28 juin pour espérer avoir votre commande complètement remboursée. Voilà, donc chez IPLN, c'est vrai que voilà, on parlait un petit peu de l'histoire, ça bouge beaucoup aussi. On est une équipe qui est assez grandissante. On a un fort développement depuis quelques années. On est passé d'une structure où on était 5-6. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine. On a un pôle complet de création de contenu, on a un pôle marketing, on a recruté et on est une équipe de vente aussi florissante. Donc c'est vrai que on a toujours la volonté d'aller plus loin, de vous proposer plein de nouveaux produits. Le catalogue qui augmente et qui va continuer d'augmenter. D'ailleurs, dites-nous en commentaire s'il y a des choses que vous voulez. Ce que vous trouvez pas sur IPLN, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir comme produit. Dites-nous aussi, voilà, l'idée elle est là, hein,
c'est d'interagir aussi avec vous. On n'est pas là pour simplement vous faire une présentation. On a envie de passer un petit moment ensemble à répondre à vos questions que vous pouvez pas forcément nous poser tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions sur les produits ou sur d'autres choses, ou si vous avez des questions. Si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre directement en live, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, on les épinglera. Et puis une dernière chose importante avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'actualité produit, c'est aussi toute cette partie d'échange réel. C'est-à-dire que on veut et on essaye de mettre en place quasiment tous les mois, au minimum un événement physique, workshop, échange, conférence, ça peut être plein de formats différents, de façon à pouvoir directement parler avec vous, un beau faire workshop tester le matériel exactement. Et du coup, voilà, c'est la transition toute trouvée, puisqu'on a eu la chance la semaine dernière de proposer un workshop autour de la photo animalière en affût flottant. On en reparlera avec Adrien tout à l'heure. Et c'est vrai que du coup, on a eu une 50aine de personnes qui sont venues sur les 3 jours et qui étaient ravis de pouvoir découvrir cette pratique qui est pas forcément commune, comme tu peux aller avec ton trépied, ton appareil photo n'importe où pour faire ça. Et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de workshop, je vous dis pas qu'on sera capable de tout faire, mais en tout cas, n'hésitez pas. On a nous des idées, mais on est preneur évidemment de vous. C'est encore une fois de l'échange et du partage. Bon, ça y est, on a pas mal parlé d'IPLN. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous anime à tous au quotidien. Et voilà, vous aussi, c'est bien évidemment la pratique photo-vidéo, et ça passe à un moment donné forcément par le matos. Bah oui, bien sûr. C'est clair que voilà, il y a une actu assez riche. Il y a pas mal de produits qu'on attend. On va peut-être accueillir. On va commencer à parler un peu. Ensemble. Ouais, on va commencer à parler rapidement des autres marques, savoir un petit peu vous. Non, je parlais d'Achille, je parlais pas de. Ah oui, pardon, effectivement, je suis désolé. Parce que je me dis que la dernière va arriver après pour le Z6, mais Achille, référent dit chef produit. Là, on parle de nouveautés, on parle d'actualité. On va l'accueillir. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Achille, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'à mon avis, je pense que vous avez vu sa tête partout. Ouais. Bonjour Achille. Bonjour Achille. Je prends mon micro. Je t'en prie. C'est un plaisir de t'accueillir. J'arrive. Bonjour. Magnifique. Très corporate, le monsieur. On est beau. Joli setup. Bravo pour l'orga à tout le monde. Bravo. Et du coup, l'idée, c'est de parler un peu matos. On va parler des principales marques aujourd'hui chez qui on attend des nouveautés sur 2024, parce que c'est vrai que Sony, quand on regarde, on va commencer par eux. Il n'y a pas de boîtiers qui sont sortis depuis la 9.3, si je dis pas de bêtises. Donc on attend de la news. On attend quoi? On va attendre peut-être un successeur à la 7S3, à FX3. Il y a des produits. À 7.4, il y en a qui nous parlent déjà. ZVE10. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, c'est pareil. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez chez Sony? Qu'est-ce que vous espérez aussi? Parce que on va pas vous vendre une mèche que l'on n'a pas. On aimerait bien vous faire une grosse exclue, mais malheureusement on l'a pas. Donc voilà, on est très intéressé aussi de savoir ce qui va vous intéresser. Du coup, Achille, toi, ton idée un petit peu. Complètement, c'est vrai que du coup, la gamme Alpha 7S qui commence finalement à dater, en fait, parce que si on prend le capteur Alpha 7S3, FX3, c'est au final le même, FX6, etc. C'est un capteur qu'on adore, qui est absolument incroyable, même encore maintenant. Du coup, on espère voir une évolution, peut-être même encore mieux, peut-être un double isonatif jusqu'à 25 000, des choses assez folles. Et puis en AF aussi, sur un A7S3, on a eu c'est arrivé, si je dis pas de bêtises, sur la puce Alia, elle est arrivée sur la 7R5, comment décliner après sur la 7C2 et CR. Et c'est vrai que sur les produits vidéo, pour l'instant, on n'a pas cette puce. Et c'est vrai que ça peut être une des features qu'on attend sur ces produits-là. Complètement. Toujours en vidéo, il y a le ZVE10 Mark II. On commence à avoir de plus en plus de rumeurs. Bien sûr. Avec un produit qui sera un peu plus capable, parce que le ZVE10 il est très puissant, mais il manquait des choses comme le S-Log, des choses toutes bêtes, même le S-Cinetone, ne serait-ce que ça, qui permet un peu plus de latitude. Et là, on voit plus en plus de choses en termes de rumeurs sur le ZVE10. Donc pareil, on croise les doigts pour avoir une belle évolution là-dessus. Et puis quid aussi du Global Shutter, qui est apparu sur la 9.3. Est-ce qu'Alpha One Mark II, l'Alpha One, à un moment donné, un Global Shutter à 40 et plus, 60 ça serait assez incroyable. En tout cas, je pense que la direction devrait aller vers ça. Je pense que d'ailleurs, à ce sujet, on a eu une année, justement, on le disait, à part la 9.3, qui est quand même une année avec beaucoup de sorties d'optique, parce que faut pas croire qu'ils ont rien fait, parce que même s'il n'y a pas eu de boîtier, on a quand même eu les renouvellements des gammes GM2, on a le 302.8, on a eu plein de choses. Ton micro. On a eu plein de choses qui sont arrivées au niveau des objectifs, mais du coup, les boîtiers, non. Donc, on peut se dire que là, peut-être, après les JO, ça va être un tournant. Cette fin d'année 2025 sera peut-être plus une année boîtier chez Sony. On l'espère en tout cas. Ouais. Et puis même en optique, il y a peut-être encore je pense qu'ils ont optiques qui peuvent arriver. En avoir sous le coude encore. Ouais, on espère peut-être à 80, dans la gamme GM en focale fixe. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de travail sur les GM, ils ont fait les zooms, la Trinité, le 1635, le 2470 et le 70-200 GM2 qui sont effectivement
effectivement excellents. Après, en focal fixe, on a eu pas mal de choses intéressantes, le 50-1.4 aussi. notamment, le 1.2 et le 85, le 85-1.4 qui mériterait peut-être une nouvelle version. Ah oui, Donc, c'est sûr qu'en plus de ça, voilà, les petits copains, et notamment chez Sigma, ils sont très chauds, il y a énormément d'évolutions. Même Tamron, peut-être sur des styles un peu complémentaires, sortent aussi énormément d'optiques. Donc on est également en attente là-dessus, je pense, de quelque chose d'intéressant chez Sony. Et puis là, et pas que. Et puis en parlant de Sigma, là. Ouais, et puis en parlant de Sigma, ça fait le lien direct avec Canon, j'ai envie de dire, parce que Canon, ils ont annoncé, la monture RF est désormais ouverte, et Sigma va sortir des optiques. Alors d'abord en APS-C sur la monture RF Canon, mais Canon, on a 2 gros produits qui devraient arriver, on l'espère, assez rapidement. Il y a le R1 qui a déjà teasé, et puis on espère un R5 Mark II rapidement aussi. Et voilà, la réponse de Canon, devrait être pas mal face à Sony avec le Global Shutter sur la 9.3. Complètement. On attend vraiment de voir ce qu'il y a au tournant, parce que Sony, ils ont mis un grand pas sur la photo sport, donc ce serait le tournant de Canon à voir, pareil, en termes des grosses rumeurs sur l'IA aussi. Le R1 qui a été un petit peu premièrement dévoilé via les premiers communiqués, donc on attend de voir la fiche technique complète, mais. Puis pareil, dites-nous, vous là-dessus chez Canon, est-ce que vous êtes plutôt Team R1, Team R5 Mark II? Qu'est-ce que vous espérez au niveau de ces specs-là? Messieurs, juste je vous coupe, en régie, on a pas mal de commentaires qui disent qu'on entend très très mal. Si vous pouvez essayer de voir vous de votre côté. D'accord. Ouais, sur le son, on va essayer de voir nous ne serait-ce qu'en physiquement. On arrive aux limites des capacités de micro. Et peut-être parler plus chacun son tour, ça aidera peut-être un petit peu. Bien sûr. On va faire attention en hiver. Et puis on parlait de Sigma également, qui a annoncé une optique assez incroyable là, il y a quelques jours, le 28-45 1.8, digne successeur, grand frère on va dire, du 18-35 1.8, qui a été une optique qui en vidéo a été extrêmement plébiscitée. C'est vrai que moi je me souviens à l'époque des GH, notamment Panasonic et des Metabones. C'est vrai que les configs très 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 classiques, c'était GH, Metabones et 18-35 1.8, parce que ça offrait une amplitude assez intéressante avec une ouverture constante à 1.8. Et là, Sigma arrive en plein format, en monture Sony. Et en monture L aussi, bien évidemment. Première mondiale du 1.8 en zoom plein format. D'ailleurs, tu as pu le tester, toi, parce que tu as fait la vidéo pour IPLN. Ton avis là, comme ça? Moi, mon avis, on a fait partie de shooter de nuit, parce que du coup, on voulait vraiment tester ça en basse lumière, et ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en plus, en termes de qualité, elle est excellente. En termes d'ouverture, évidemment, du 1.8, pas du 8. Mine de rien, on gagne quand même sacrément en luminosité. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est hyper lumineux. Et en termes de qualité optique, il n'y a pas d'aberration chromatique. Il y a un piqué qui est absolument incroyable. En fait, on est pratiquement à la qualité d'une focale fixe. En fait, on en a 3 en une. On a un 28, un 35 et pratiquement un 50. Donc, en fait, c'est ça. Et avec un petit crop, même sur un A7 IV ou un boîtier Pana qui va avoir du 24 ou du 30 pixels, on peut venir au crop un peu. Et on a quelque chose qui est excellent, quoi. Et la taille, parce qu'on a pu regarder dans certains commentaires suite à la vidéo, certains qui disaient effectivement 28-45, on a une amplitude qui se restreint encore par rapport au 24-70 qui était le temps standard, sur les gagne en ouverture. Mais est-ce que toi, ça t'a posé problème un petit peu là-dessus? Est-ce que l'encombrement un peu plus important, c'est quelque chose qui t'a gêné aussi ou pas spécialement? Moi, ça m'a pas choqué parce que en fait, je suis parti du principe que c'est une première mondiale. Et c'est des optiques qui, pour moi, sont excellentes. En plus, elle est folle, mais qui sont aussi des proof of concept, c'est-à-dire on sait le faire et on va pouvoir le faire évoluer et on va être en capacité d'amener une version 2 qui sera peut-être plus compacte, etc. Donc pour moi, déjà, réussir à être 1.8, c'est une prouesse, et donc il faut accepter qu'il y ait quelques compromis. Le compromis n'était pas sur le prix, parce que je trouve qu'il n'est pas excessivement placé en termes de tarifs. Le compromis n'est pas sur la qualité des optiques, parce qu'on a 1.8, mais on a aussi une belle qualité d'optique, donc il fallait qu'il soit quelque part, et là c'était effectivement un peu le poids d'encombrement, puisque effectivement, on a une optique qui tient plutôt à 2 mains qu'à une. Ouais. Ça, c'est clair. On a pas mal de soucis de son, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut peut-être déjà essayer de parler un petit peu pour peut-être se décaler un petit peu, parler vraiment face au micro. Je suis désolé. Vous allez nous dire si c'est un petit peu mieux. On va essayer. Est-ce que vous pouvez nous dire là si en étant comme ça, c'est un poil mieux de votre côté? Puis on va essayer de défiler encore un petit peu le fil du live. On va arriver chez Pana aussi, ou chez Pana, on attend aussi peut-être quelques gammes de produits qui ont été un petit peu abandonnés, mais c'est vrai que le S1H, produit très axé vidéo, on espère un S1H Mark II, et c'est vrai que chez Pana aujourd'hui, leur gamme se fait principalement sur S5 II, S5 IIX, donc avec le dérivé vidéo. Bon, là on a le S9 qui a d'ailleurs beaucoup fait parler, ces dernières semaines, mais ça reste quand même
une gamme de boîtiers en tout cas plus faible que celle qu'on va trouver chez Canon, chez Nikon ou chez Sony. Et puis il y a le GH7 aussi, donc c'est vrai qu'il est étonnant aussi de la part de, étonnant ou pas de la part de Pana de sortir un boîtier micro 4 tiers où voilà, on se rend compte que le micro 4 tiers tend quand même un petit peu à désintéresser, mais il y a une cote du micro 4 tiers qui est bien moindre de celle qu'on avait il y a quelques années. Ouais, je pense surtout qu'aujourd'hui, une micro 4 tiers et une marque comme OM System l'a bien repéré, va avoir des applications de par son format qui sont peut-être plus ciblées. C'est vrai que grâce au micro 4 tiers, on a des focales qui deviennent plus longues tout en gardant des objectifs à encombrement et à tarif plus raisonnable. Et donc, c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant. Après, est-ce qu'aujourd'hui, un produit comme le GH7 en micro 4 tiers, malgré une fiche caractéristique, est quand même plus qu'honorable, parce que je pense qu'on est tous, et c'est normal, à faire un petit peu la fine bouche par rapport à ce qui se fait dans la concurrence, mais la fiche caractéristique est quand même sympa. Maintenant, est-ce que ce produit aujourd'hui, compte tenu de l'offre qu'il y a autour, c'est plus ça, c'est-à-dire que c'est pas je pense pas que c'est la qualité du produit intrinsèque, c'est plutôt la mise en parallèle par rapport à ce qu'il y a à côté. Et puis la baisse de prix du plein format, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de boîtiers aussi plein format ou même APS-C qui arrivent avec des fiches techniques folles et à des prix beaucoup plus restreints aussi. Là où à une époque, peut-être quand le micro 4 tiers, je vais y arriver, est arrivé, on était sur des produits beaucoup moins accessibles aussi. Donc c'est aussi ce parallèle, l'écart en fait entre l'entrée de gamme du plein format et le micro 4 tiers. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en commentaire on nous dit qu'apparemment en régie ils ont réglé le problème. Mais je pense que c'était la technique de pile et face. Il fallait se boucher une oreille. Ouais, c'est vrai. Et il a dit que je pense c'est bon. Ah super, là tout le monde nous dit parfait le son, vraiment ça nous rassure. Merci en tout cas d'avoir insisté sur la problématique. La régie a géré ça. En tout cas la régie a réglé le problème. N'exagérons rien. Et puis du coup chez Pana on parlait, enfin il manque à mon sens aussi peut-être un concurrent à la 7R5 chez Sony, au Z8 chez Nikon, au R5 et cette gamme R5 Mark II chez Canon. Et c'est vrai que y a le S1R qui, au moment où ils sont arrivés sur le marché du plein format avec le S1, il y avait le S1R, la version résolution. Et c'est vrai que ça serait intéressant parce que la monture L et le plein format chez Pana a vraiment trouvé son public, et c'est vrai que en plus de ça, avec l'appui de Sigma et des optiques à monture L qui leur ont donné immédiatement une gamme d'objectifs et du crédit et du choix en fait pour les gens qui partaient là-dessus. Moi je pense qu'il y a quand même la place pour aller chercher les photographes de très haute résolution. C'est clair. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Moi je suis pas forcément sûr qu'ils le feront. Je dis pas que je l'attends pas, mais je suis pas forcément sûr qu'ils le feront, parce que on voit quand même avec que ce soit le S5 le S5 2X ou le S9, qui a quand même une tendance qui va plutôt vers une diminution de l'encombrement et quand même un tournant plus polyvalent photo-vidéo que full photo. Est-ce qu'ils ont, je ne vais pas dire entre guillemets, abandonné les armes par rapport à Canon, Nikon et Sony sur ce segment de produits? J'en sais rien. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont aller chercher ce truc de très haute résolution pour le photographe en tant que tel, en tout cas. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Et puis il reste les jaunes, il reste Nikon, la team jaune effectivement, et la team jaune. Et là pour le coup on a de quoi parler. On a une actu qui est arrivée cet après-midi. Je te laisse Achille, on va débattre parce que tu as eu l'occasion quand même un peu de l'avoir en main. Et puis bien évidemment on va accueillir Damien Bernal qui a pu le tester, qui a sorti une vidéo sur sa chaîne à 14h, et on va l'accueillir pour justement débattre un petit peu avec lui. On veut surtout recueillir ses impressions sur le produit et nous dire ce qu'il en pense, parce que le produit était vraiment très très attendu. C'est clair, une fiche technique qui, moi, à la première présentation m'a impressionné. C'est-à-dire que moi, Nikon est arrivé, Damien, on va attendre Damien pour en parler directement avec lui, mais la première fiche technique, on fait OK. Nikon ont compris les retours qu'on leur a fait. Nikon nous prend pas pour des cons. Et je trouve que c'était très clair là-dessus. Ouais, en commentaire, alors on a un petit décalage, mais c'est vrai qu'on avait Loïc qui nous disait Pana a quand même, et je suis assez d'accord avec ça, un ADN vidéo très très fort. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis que je suis assez dubitatif là-dessus. Est-ce qu'on a sur le Z6 la petite vidéo? Non, malheureusement, on a été un petit peu pris par le temps, on n'a pas la petite vidéo. N'hésitez pas, si vous l'avez pas vu, on va en parler longuement avec Damien, mais si vous voulez un petit résumé des key features, on va dire, on a une vidéo que Dylan
Dylan a fait et qui est sur les réseaux. Vous allez pouvoir les key points sur le Z6 III. Toi qui est aussi très à l'aise et notamment sur la partie vidéo, qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Nikon, on va dire qu'ils avaient historiquement un peu de retard sur la vidéo. C'est-à-dire que même si un Z8 avait des performances vidéo très très folles, très franchement pour l'avoir testé, ça marche extrêmement bien, le N-Log marche bien, on avait vraiment un bon boîtier. Il souffrait un peu sur les boîtiers peut-être plus entrée de gamme de performance vidéo un poil en dessous de la concurrence. Et là, le fait d'arriver avec de la 6K, de la 6K en RAW, de la 6K en ProRes, de la 6K 60p, là on se retrouve avec quelque chose qui est très très fort et qui vient du coup pour un prix de lancement, on va dire similaire, parce que maintenant un A7 IV par exemple a un peu baissé de prix, mais à sa sortie on était autour des 2000, des 3000, pratiquement 3000. 2008, ouais, je crois, sur un. C'est ça, sur là on est un poil au-dessus, parce que les prix des composants ont un peu haussé aussi depuis la sortie de l'A7 IV. Mais voilà, par rapport à un A7 IV qui était dans la même gamme de prix à son sortie, et qui proposait du 4K 60 avec crop, là on se retrouve avec un boîtier qui fait du 6K 60 sans crop, c'est quand même pas déconnant. On a une question intéressante d'Arturo qui nous dit j'hésite avec un Z8 pour de la vidéo. Vous me conseillez quoi en termes d'autofocus et de dynamique entre le Z8 et le Z6 III? À vrai dire, tout va dépendre parce que le Z8 va quand même avoir cette plus-value du 8K qui peut amener une polyvalence. Alors, c'est pas dans tous les workflows qu'il va y avoir un intérêt. Ouais, c'est pour le recadrage. Mais pour le recadrage, ça peut être vraiment top. Pour certains plans. types de diffusion, ça peut quand même être intéressant. Et effectivement, pour faire plusieurs plans en une image, ça peut être un intérêt aussi. Mais du coup, là, le fait d'avoir le même autofocus, si vous n'avez pas besoin de cette 8K, effectivement, le Z6 III, je pense, va être vraiment un boîtier à considérer. En plus, dans cette gamme de prix, aujourd'hui, en termes de performance, c'est celui qui, en vidéo, à mon sens, coche le plus de cases. Et c'est vrai que il y a Benzin, excuse-moi, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui dit, c'est marrant, mais est-ce que ça vient déjà de l'héritage du rachat de Red? Alors non. Je pense pas, parce que c'est quand même très court en termes de timing. Que tout le monde a fait. Non, mais le timing est trop court. Le timing est trop court. La roadmap, on sait un peu avec Nikon. Au moins un an, minimum un an. Plus que ça, c'est au moins 2-3 ans. Il faut dire que des rachats d'entreprise, là pour le moment, ça a été officialisé, mais ça veut pas dire qu'ils ont le même bureau. Ça veut pas dire que les équipes se parlent tous les jours. Pour le moment, il y a toute une phase de transition pour que l'entreprise et les équipes soient un peu absorbées pour de vrai. Donc, pas encore, mais par contre, effectivement, pour moi, un Z6 III va vraiment faire de l'ombre à des boîtiers Sony. Il va venir directement en face d'un A7 IV, d'un ZVE1. L'A7S III, après, il faut voir comment il va réagir vraiment il a en quand termes même de sensibilité. Un double ISO natif à 800 et 6400. C'est pour ça. Donc, c'est pas le 12008 de la FX 3, mais pour un capteur à 24 millions de pixels, c'est quand même pas mal, quoi. Ah ben oui, puis aussi, du coup, le prix est un peu moindre. Et du coup, ça permet de pouvoir profiter également de la qualité des optiques, peut-être pouvoir se prendre une optique supplémentaire toujours à chaque fois. On le répète encore, mais la monture Z, elle a cet intérêt d'être un peu plus grande que les autres montures. Donc on arrive à avoir une image qui est très homogène au centre et dans les bords, presque dès la pleine ouverture. Et ça, forcément, c'est intéressant. Alors, on a aussi une gamme optique, alors on en parlera avec Adrien un peu plus tard, qui est très complète sur certains plans, et notamment sur l'animalier. On reviendra avec lui dessus. C'est vrai qu'après, il y a peut-être des intermédiaires à venir aller chercher, là où Sony est par exemple incroyable sur la gamme des GM avec toute la liste des focales fixées 1.4 ou 1.8 qu'on citait tout à l'heure. Et là-dessus, puis aussi l'ouverture. C'est vrai qu'on attend que peut-être Sigma... Tamron y est déjà un petit peu, puisse aller vers cette monture en Z. On a une question, alors là on sort un peu du sujet Nikon, mais qui était intéressante, Achille, je m'adresse à toi. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une éventuelle FX4 si on a un successeur de la FX4 III ou Mark une II. Combinaison d'un A7S III, enfin, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que nous on l'a senti directement, dès l'instant où la FX3 est sortie, les ventes d'A7S III ont véritablement chuté parce qu'on reprenait, j'ai envie de dire, tout ce que faisait l'A7S III amélioré dans un corps de caméra. Avec une ergonomie plus typée vidéo, avec une logique qui est plus adaptée à l'usage vidéo. Et donc le fait qu'un A7S III arrive là avec, entre guillemets, pour seul avantage d'avoir une ergonomie plus typée photo et avec un viseur qui peut peut-être être plus confortable dans certains cas, en fait beaucoup sont allés vers la FX3, la poignée qui est super confortable. Donc effectivement, là sur une FX3 Mark II, puisque les rumeurs tendent vraiment peut-être sur un arrêt de la gamme A7S en fait, qui serait cohérente au vu de la tournure du marché et du nombre de ventes FX3 versus A7S III. Là, on serait sur un capteur un AF évidemment qui intégrera l'IA, ça c'est sûr et certain. Tous les nouveaux boîtiers de l'A7R5 sans exception l'ont eu. Donc peut-être un boîtier un petit peu plus défini. Alors il faut espérer qu'il puisse garder un double ISO natif aussi performant qu'on a connu sur la gamme A7S et sur les gammes FX depuis ce temps-là. Donc peut-être quelque chose d'un peu plus défini, peut-être un ND intégré. Pareil, là on croise les doigts, c'était le gros reproche.
La FX6 n'allait pas. La FX6 l'a pas, mais on a vu sur la Burano que Sony était capable de nous proposer une stabilisation interne plus DNT intégré. Donc ils savent faire la techno. À voir, ce sera pas là trop gros et on se rapprochera pas plus du gabarit d'une FX6 versus une FX3. Mais voilà, ça pourrait être des pistes de réflexion sur un boîtier un peu plus défini, tout en gardant ses ISO, et puis peut-être avec DND intégré en plus de la stabilisation puisqu'ils ont la techno. Bon alors, Damien. On va pas parler chinois. On y va. Z6-3. T'en penses quoi? Z6-3 direct. En mode grincheux ou en mode... Non, en mode franc. En mode réel, comme d'hab. En mode réel, bah écoute, moi, le photographe que je suis est un peu déçu, pour être honnête, parce que... Voilà, j'espérais une rafale en RAW un peu plus rapide. Puis en fait, quand on prend le Canon R6 Mark II en étendard, avec la pré-rafale en RAW et une rafale plus rapide en RAW, j'espérais avoir quelque chose d'équivalent en fait sur le Z6 III, et la pré-rafale en JPEG, franchement, c'est quelque chose qui m'embête parce que je me suis habitué à l'utiliser beaucoup, la pré-rafale en animalier. Et c'est pareil, après, j'utilise beaucoup le Z8 et le Z9, j'espérais avoir le mode oiseau. Toutes les dernières mises à jour qu'a fait Nikon sur le Z8, Z9, j'espérais qu'ils les mettent aussi sur le Z6 III, c'était pas le cas. Et après, c'est vrai que le vidéaste que je suis, les specs, elles sont incroyables. En vidéo, 6K 60, du RAW en interne, aucune surchauffe, de la 4K 120 sur cette gamme-là, ça n'existe pas. Ouais. Incroyable. Donc c'est clair qu'en vidéo, absolument bluffé en fait. Donc du coup, je crois que j'ai titré la vidéo ils ont presque osé, parce que la partie vidéo incroyable, la partie photo, je suis resté un petit peu sur ma faim. Ok, donc pourtant on est peut-être sur un boîtier qui va plus séduire du vidéaste, contrairement à ce qu'ont pu être d'autres boîtiers Nikon plutôt typés un peu photo. Tu penses qu'il y aura plus un public vidéaste qui va l'apprivoiser? En fait, je pense que, moi en tout cas mon analyse, je trouve qu'ils ont mis le paquet, enfin vraiment, hein, c'est le terme, pour moi ils ont mis le paquet sur la vidéo. Ouais. Après, je comprends bien évidemment, entre guillemets, la déception de Damien, parce que on se dit, voilà, on avait toutes ces caractéristiques-là sur les boîtiers un peu plus haut de gamme. Après, je pense que le photographe qui est nikoniste, qui avait un Z6 II, bon, il récupère quand même la F du Z8 en fait. Hein. On récupère déjà une belle évolution en termes d'autofocus, où Nikon avait un très très gros retard. Il y a quand même un vrai plus en photo, même si voilà, les passionnés et les techos un peu qu'on est de dernière génération, là c'est notre côté un peu chiant, on va dire, où on en attendait plus, quoi. C'est un peu ça, Damien. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Évidemment, c'est un excellent boîtier. Enfin, on arrive à la techno du Z9 descend dans le Z6, donc ça, trop bien. C'est juste que le geek que je suis, et là je parle bien de geek, parce que beaucoup de photographes n'ont pas besoin de tout ça, en espérait un tout petit peu plus. Ça peut suffire pour certains, mais toi, tu as toujours cette envie d'avoir le top, et puis tu compares à d'autres boîtiers aussi, qui du coup mentent peut-être un peu ça. Juste 2 secondes, aparté, parce qu'il n'était pas en live tout à l'heure. Happy birthday, Guillaume, il est là. Ah, il est là. Bon anniversaire, Guillaume. On veut plein de gâteaux d'anniversaire dans le chat. Voilà, exactement. Et du coup, mais c'est aussi ça, c'est que sur la partie, moi j'ai une question, parce que moi personnellement, je l'ai pas vu le Z6. Oui. Vous l'avez eu entre les mains, je crois. Le viseur. Le viseur, en fait, Damien, on va laisser Damien. Ouais, vas-y, dis ce que t'en penses, toi. Alors, le viseur, c'est toujours rigolo, parce que quand on regarde les specs purs, c'est pas incroyable. Je crois qu'on est à 5 millions de points, Sony est à 9 millions, donc en spec pur, c'est pas incroyable. Mais quand on met son œil dedans, c'est le meilleur viseur que moi, personnellement, j'utilise. Vraiment. Et c'était la même chose sur le Z8. Il y a je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une clarté, la manière dont ça défile, et même la luminosité du viseur, qui est quelque chose dont on parle pas souvent, mais que sur le terrain, des fois en photographie, on a le soleil en pleine face. On met l'œil dans le viseur est tellement lumineux qu'on passe de l'un à l'autre très naturellement. C'est très très agréable finalement pour la rétine. Là, on est passé à 4000 candela par mètre carré. En fait, je suis hyper d'accord avec ce que vient de dire Damien, parce que j'ai un peu... Enfin, nous, on a les produits dans les mains en permanence, et du coup, on passe d'un boîtier à un autre, on les fait essayer, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu, en tout cas moi, ce discours auprès des clients où je dis, putain, c'est quand même bizarre, parce que quand tu mets l'œil dans un viseur Nikon, et même le Z6 première version, hein, qui pourtant avait moins de définition que des produits dans d'autres marques qui sont sortis après, quand tu mets l'œil dedans, tu as une impression, en fait, comme si tu avais une lentille entre les deux. D'ailleurs, je crois que justement, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, Nikon, qui fait de la verrerie et c'est vraiment sa spécialité aussi. Ils l'ont toujours expliqué, et c'est vrai que à chaque fois qu'ils l'expliquaient, et ils nous l'ont briefé comme ça aussi, ça fait un peu rigoler normalement. C'est-à-dire, on a une définition machin, on a tel temps de rafraîchissement, on a machin, et surtout, on a une lentille juste devant qui
Amen, c'est très bon. Et d'ailleurs, quand tu regardes la fiche, ils te disent que le viseur est même meilleur que celui du Z8 et du Z9. Ouais. Pas en viseur circulaire, donc effectivement, bon, sur cette gamme, Moins c'est confort. un petit peu normal et c'est moins confort, mais sur tous les points spec, au-dessus du Z8 et du Z9. C'est pour ça, Damien, que ce que tu dis, en fait, me paraît tout à fait cohérent. C'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que ça n'apparaît pas sur les specs. Il faut mettre son œil dans le viseur, il faut l'utiliser. Mais c'est vrai que ça marche bien. Et niveau form factor, le produit, pareil, moi je l'ai pas eu entre les mains. C'est quoi? C'est le corps d'un Z6, c'est un peu plus gros? Ouais, quelqu'un qui vient chez IPLN, il prend en main le Z6 II, il a pris en main le Z6 III, c'est le même. Ah, c'est Ouais. le même, ok, c'est Ouais. exactement le même. Bah, oui, enfin, sauf l'écran du coup arrière qui est différent, mais il y a Nikon Ouais. Rumor là, qui a fait une photo où ils ont superposé les deux. Et effectivement, on voit que je crois à 95% ou 90%, ça se superpose. Ouais, je crois que d'ailleurs le grip est compatible, non? Il y a un truc comme ça. Tout à fait. Il est compatible dans un sens, c'est-à-dire que le grip du Z6 III sur va le- être sur le Z6 II, mais pas l'inverse. Pour une simple et bonne raison, c'est que physiquement Ils veulent ça vendre des passerait. Mais alors, ils veulent vendre des grips. L'autre C'est la vérité. Ah, mais l'autre solution qui a été et qui a avancé, qui peut se comprendre dans un sens, c'est qu'au vu de la tropicalisation qu'ils ont amené sur Ouais, le c'est Z6 III et qui est en fait similaire à celle qu'on avait sur le D850, Z8, Z9, qui est bien plus robuste, et ben en fait ils voulaient pas avoir un grip moins Oui, avec une capable. pointe faiblesse. quoi. Avec un point de faiblesse, Ouais, exactement. je comprends. Ça s'entend oui et non. Je vous laisse chacun juge de est-ce que c'est un point uniquement marketing ou non. Mais voilà, ça peut s'entendre aussi sur cette petite justification. Et si on revient rapidement sur les specs vidéo, du coup, toi, Achille, qui a pas mal étudié la fiche technique vidéo, et Damien qui l'a utilisé, est-ce que tu as eu suffisamment de temps pour tester un petit peu toutes les features vidéo? Si on revient un petit peu là-dessus, messieurs. Moi, de mon côté, j'ai été du coup impressionné par la Sika. C'est des choses, comme disait Damien, qu'on n'a pas sur cette gamme de prix. Même si on prend chez Sony, par exemple, de la FX3, qui est une des caméras les plus utilisées sur de la prod semi-pro, voire même pro en compact, on n'a pas. On n'a pas de Sika. On va pas au-dessus de la 4K chez Sony avant des caméras comme la Burano ou la Venice. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vu ou très peu vu ailleurs. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et surtout de la part de Nikon. La chauffe Justement, la chauffe, Damien, moi je l'ai pas eu le temps de la tester. On m'a dit qu'elle était extrêmement bien gérée. Est-ce que tu as pu tester un petit peu ça? Non, il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas de chauffe. T'as pu faire des rushs en 6K sans problème de surchauffe de plusieurs. Ouais. Puis bon, là, j'ai écumé tous les tests du monde, là. Je les ai tous vus. Parce que je suis toujours stressé, moi. Enfin, pour vous donner le contexte, hein, c'est vrai qu'on teste le truc dans notre coin, tout seul, sans parler à personne. Et moi, ma hantise, à chaque fois, c'est au moment où on publie de découvrir que les autres, ils n'ont pas le même avis et que tu es passé complètement à côté de ton test en oubliant des trucs et compagnie. Donc, je suis toujours là à dire qu'est-ce qu'ils ont dit les autres. Et non, c'était pas le cas. Et personne n'a trouvé de surchauffe. Ouais, donc c'est ça. Moi, quand ils me l'ont dit, c'est toujours compliqué parce que les marques, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent tant que t'as pas pu tester vraiment. Et nous, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de le tester assez longtemps. Du coup, je suis content d'entendre que c'était pas uniquement du blabla marketing, c'était vraiment quelque chose qui était vrai, quoi. Et le c'est capteur, rare. Voilà, c'est la question. Le capteur semi-empilé. Capteur semi-empilé, qui est une première mondiale sur cette appellation. Quel bénéfice tu as pu en voir, toi, du coup, dans le test? En vidéo, il est évident parce qu'il est au même niveau de rolling shutter qu'un capteur empilé, par exemple, de chez Canon ou de chez Sony. Donc, on fait de la 4K 120 et compagnie. Donc, vraiment, en vidéo, pour le coup, pour moi, c'est un capteur empilé quasiment. Il n'y a pas de vraie différence par rapport à un Z8, si ce n'est la dynamique, où clairement, même Gerald London a noté que la dynamique était quand même un peu plus faible qu'un Z8 ou qu'un modèle ou qu'un A7 IV, hein, malheureusement. D'accord. Par contre, en photo, on voit pas vraiment de bénéfice. C'est pas un capteur empilé en photo. On est sur un capteur rapide, aussi rapide qu'un R6 Mark II, qui est le meilleur capteur non empilé du marché. Mais on voit pas de bénéfice à dire c'est semi-empilé ou c'est un entre-deux entre un capteur empilé et non empilé. C'est un capteur rapide non empilé. Bon bah nickel, voilà, Ça a été très Z6 voilà. III, belle nouveauté, ça fait un produit qui bouscule quand même pas mal de choses, surtout sur la partie vidéo chez Nikon, ça fait plaisir. Il y avait un défaut d'image là-dessus, c'est-à-dire que je pense que tu le disais tout à l'heure, le Z8, et quand on avait fait le test, d'ailleurs, on avait eu ce retour-là, c'est un boîtier qui a des très très belles specs en vidéo, qui marche vraiment très très bien. Et c'est vrai que Nikon, pour l'instant, a encore, en tout cas, nous on le voit auprès des clients, quand on a quelqu'un qui vient, qui veut, en tout cas de prime abord, dire voilà, je veux me lancer, je veux acheter du matos pour faire de la création de contenu ou pour faire, je sais pas moi, de la production quel qu'il soit. Naturellement, il va aller penser à Sony. Naturellement, il va penser à Panasonic. Naturellement, il va penser à Canon. Mais c'est vrai que Nikon ne vient pas forcément dans l'esprit immédiatement. Alors, premier choix, c'est vrai. C'est peut-être une erreur. Peut-être que c'est aussi une habitude. Peut-être que c'est et à eux par un produit comme ça et à nous
aussi dans les boutiques et quand on en parle avec les gens de l'introduire. Mais justement, je pense que est-ce qu'ils n'ont pas poussé plus la vidéo aussi pour ça? Moi, mon avis sur cette question-là qui est hyper intéressante, c'est qu'effectivement, Nikon, peut-être quand on vient chercher un boîtier pour s'équiper pour de la création de contenu, on va rechercher un produit polyvalent, un peu run and gun, etc. Et c'est vrai que Nikon, de par le fait que leur autofocus était loin d'être le meilleur aujourd'hui par rapport à ce que faisait Sony, bien évidemment, Canon ou même Pana avec le S5 II, et bah, du coup, naturellement, ils sortaient un petit peu de la réflexion des gens. Alors que moi, et depuis même le Z6 première version, j'ai plein de clients, de boîtes de prod, etc., qui travaillent au Z6 souvent en setup interview. L'image est exceptionnelle. En termes de qualité, c'est excellent. Mais c'est vrai que par contre, ils avaient moins ce côté, entre guillemets, un peu sexy et marketing sur la partie créa de contenu. Hype, effectivement, non, créateur, c'est clair. parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas ces autofocus, c'était toujours un peu en retard. Et là, je pense qu'avec le Z6 III, moi, je pense qu'on va entendre parler de Nikon. On va plus voir venir des gens en boutique qui vont dire, je vais voir le Z6 III parce que je veux un boîtier pour m'équiper pour de la créa de contenu général. De toute façon, ce serait dommage qu'il passe à côté parce que s'il y a un message à faire passer, alors évidemment, il faudra attendre de l'avoir, de pousser nos tests, etc. Mais 1-2-1-2. on peut se fier 100% à Damien. C'est que justement, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est un boîtier qui est vraiment un killer aujourd'hui et un game changer, peut-être même, on peut le dire, dans cette catégorie-là en tout cas, sur la partie vidéo. Nickel. Bon, du coup, merci Damien déjà. Merci beaucoup Damien. Merci pour cette intervention. Merci de ta patience. À tous ceux qui sont là, s'ils ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller du coup découvrir le test complet de Damien sur sa chaîne avec la vidéo qu'il a sortie cet après-midi. Et puis le produit, il est en précommande chez IPLN et disponible d'ici la fin juin, bien évidemment. Merci beaucoup Damien. On le précise parce que c'est une petite offre de lancement aussi évidemment sur le Z6 III. Donc pour une commande de Z6 III, vous avez une carte CF Express de 512 Go. Ce qui sera pas, ce qui sera nécessaire si notamment on veut s'en servir dans les définitions dont on a évoqué, qui vous est offerte. Voilà. Allez, magnifique. Hello Adrien, ça va? Salut, comment vas-tu? Ça va. Bon, nickel. on te fait venir un tout petit peu plus tôt en raison de petits soucis techniques, mais on va s'en sortir. Et du coup, alors on va passer dans le vif du sujet comme je le disais juste avant, puisque du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et il y en a peut-être certains, je vais te faire une petite présentation et introduction, puis ensuite on va évoquer ce qui te concerne directement, parce que comme l'indique ta chaîne, Pose Nature, c'est ta spécialité, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour de l'image nature en règle générale. Donc toi aujourd'hui, tu as différentes casquettes, puisque tu es sur YouTube depuis maintenant 2017. Tu es formateur et donc tu vends des formations aussi en ligne, dont la IPLN Academy depuis 2018. Et tu fais aussi des stages photo tournés autour de la macro et de la photo animalière depuis 2020. Et malgré cet historique qui est déjà quand même conséquent, tu fais de la photo et on a souvent parlé que depuis 2016, puisqu'avant tu étais dans complètement autre chose. Je te laisse nous en dire un tout petit peu plus. Ouais, donc de la photo, j'ai commencé assez tardivement en 2016. Avant, j'étais motion designer, je travaillais sur Paris. Et donc, j'ai découvert ça en 2016. Donc, la photo macro au tout début, j'ai commencé par ça. Et ensuite, la photo animalière qui a pris le pas un peu sur le reste. Et puis, depuis, je me suis lancé professionnellement là-dedans. Ça fait depuis 2018 que je vends des formations en ligne, que je fais des stages sur le terrain depuis 2020. Ok. Et du coup, en fait, si tu es avec nous, c'est qu'on s'est posé une question. C'était avec le passage du réflexe à l'hybride et avec aussi notamment toutes les évolutions technologiques qu'il y a pu avoir. En quoi, toi, au quotidien, dans ta pratique, et notamment dans ta pratique de la photo animalière, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, au tout début, j'ai commencé par un Canon 7D, donc le premier du nom que j'avais acheté à l'époque. Et je suis passé ensuite sur le Nikon D500, parce que je trouvais qu'à l'époque, le 7D, il y avait une montée en ISO qui était pas dingue. Donc j'étais passé sur le D500 qui, aux alentours de 2016-2017, était vraiment la référence en APS-C. Mm-hmm. Et après, quand il y a eu la sortie des hybrides, je me suis vite intéressé à cette technologie. Je suis passé sur le Nikon Z6, donc la première version. Alors malheureusement, le Z6 II est sorti 1 ou 2 mois après que j'ai acheté le Z6. Donc je suis resté sur le Z6 I. Et ensuite, quand il y a eu le Nikon Z9, j'ai passé le pas et puis j'ai pris le Nikon Z9. Ouais, donc ce que tu me disais aussi, c'est que, parce que ça c'est une crainte et
pour l'avoir aussi de temps en temps en boutique, les gens se disent un peu quand ils basculent du réflexe à l'hybride, c'est de dire je garde mon réflexe, on ne sait jamais si jamais c'est pas assez fiable. Toi, tu me disais tout à l'heure, à partir du moment où tu as eu le Z9 et où tu étais full hybride, le réflexe, c'était fini. Ouais, clairement. Ouais, clairement, parce que le Z9, il y a quand même des grosses avancées. Tu as l'autofocus qui est hyper important pour la photo animalière. Et clairement, sur des boîtiers comme le Z9, le Z8, tu as vraiment un autofocus qui marche hyper bien pour l'animalier, surtout que depuis maintenant, on a la détection des oiseaux, spécifique aux oiseaux. Donc, ça permet vraiment de séparer la partie animaux et oiseaux. Et ça fonctionne vraiment hyper bien. Donc, c'est clairement une très grosse avancée par rapport au réflexe. Mais il y a plein d'autres choses. Tu as le mode silencieux qui est hyper intéressant aussi. Donc, quand tu as un obturateur électronique, de pouvoir être totalement silencieux sur des animaux qui sont très craintifs comme le renard, c'est vraiment un gros atout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Quand on était sur réflexe, on utilisait des housses anti-bruit, mais c'était pas forcément optimal. Il y avait quand même du bruit, les animaux étaient effrayés, donc c'était compliqué à utiliser en photo animalière. Donc ouais, le mode silencieux, c'est un gros game changer grâce à l'hybride. Et et qu'est-ce que tu dirais sinon aussi, parce que c'est aussi une des très fortes caractéristiques de l'hybride, concernant le fait en fait de voir directement ton image, ton exposition, ta colorimétrie, la position de ton autofocus en direct grâce à l'hybride. Ouais, ça c'est vraiment aussi une grosse révolution, surtout en animalier, comme on a des conditions de lumière qui changent vraiment assez régulièrement, qu'on maîtrise pas forcément la lumière. Là, le fait de pouvoir voir vraiment l'impact des réglages sur l'exposition, c'est vraiment hyper intéressant. Et même au niveau de la colorimétrie, moi, par exemple, j'utilise beaucoup la balance des blancs. Même si je photographie en RAW, j'aime bien avoir le résultat final dès la prise de vue. Et là, le fait d'avoir la balance des blancs qui évolue en fonction de comment on va la régler, c'est vraiment également quelque chose d'hyper intéressant. Ça permet d'être beaucoup plus créatif que sur réflexe numérique. Il faut aller prendre la photo, regarder sur l'écran arrière si le résultat était bon. Là, on peut vraiment se concentrer sur la prise de vue. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et toi qui as utilisé du coup du Nikon et du Canon également, qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce que tu utilises principalement? Tu vois, si on prend par exemple le R6 Mark II chez Canon qui a un super autofocus aussi, le R7 qui est également un produit qui est extrêmement réputé, on va dire, chez les photographes animaliers parce que c'est de l'APS-C, c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui chez Nikon. Il y avait le D500 qui était un produit vraiment dédié à la photo animalière avec ce capteur APS-C pour bénéficier du crop 1,5. Et c'est vrai que chez Nikon, pour l'instant, on n'a pas encore cette réponse, on va dire, à Canon avec le R7, avec un boîtier APS-C. Comment toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que tu utilises, tu es plus à l'aise peut-être chez Nikon, qu'est-ce que tu trouvais par contre bien chez Canon et voilà, quelle serait ton analyse là-dessus? C'est vrai que je pense que chez Nikon, il manque quand même un APS-C. Il y en a beaucoup qui attendent le successeur du D500. Le Canon R7 a vraiment bien marché. Moi, je le vois chez mes abonnés, chez mes clients des formations en ligne. Il y a beaucoup de Canon R7. Donc, l'APS-C n'est pas mort. Je pense que c'est un format qui intéresse énormément les photographes animaliers. Et pour discuter avec mes abonnés, je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui est encore sur le D500 et qui attendent, je pense, un successeur en hybride pour passer en hybride, et qui sont pour le moment sur le D500. Après, au niveau de la différence entre les deux marques, je dirais que ça va surtout se jouer sur le parc optique. Alors, Ronit, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que chez Nikon, on a quand même une très belle gamme optique pour l'animalier. On a le 402.8 que j'ai personnellement avec le téléconvertisseur, le 600 f4 avec le téléconvertisseur intégré, le 800 pf. Donc voilà, on a vraiment des super objectifs. Donc je dirais que Nikon est très fort là-dessus. Ils étaient un petit peu moins forts sur les appareils photo, notamment au niveau de l'autofocus, qui était, faut pas se le cacher, sur le Z6 et sur le Z7 qui était pas forcément au niveau de la concurrence. Mais là, avec le Nikon Z6 III, ça a l'air de s'arranger. Donc j'ai hâte de le tester. D'ailleurs, je crois que sans trahir de secret, tu vas bientôt avoir la possibilité d'en avoir un et de pouvoir faire quelques essais. Ouais, je le reçois demain. Nikon me l'envoie demain. On a beaucoup de commentaires qui nous disent parfait le son, donc je sais pas ce que vous avez fait, mais ne bougez plus rien. On essaie de faire de la magie en direct, on rentre, on sort du cadre, on est vraiment désolé. Et encore vraiment désolé pour ces soucis. Merci. Merci de rester. Je vois que tout le monde reste là, tout le monde essaie de nous trouver des solutions, de parler de routage, etc. Donc merci beaucoup.
Alors, Bref. pendant Excusez-nous. qu'on y est, la régie, Yann, est-ce que tu as les photos d'Adrien qui sont sous la main? D'ailleurs, Ouais, parce on va que du coup, montrer depuis tout à l'heure, quelques-unes, voilà, on en parle depuis tout à l'heure. On va vous belles. montrer une partie du travail fait par Adrien. Et du coup, il y a certaines de ces images qui sont issues. On parlait tout à l'heure Vous avez de l'image workshop, actuellement. on parlait tout à l'heure de. Mais je vais te laisser les commenter. C'est moi, je fais que parler. Tu fais trop. Tu parles Vas-y, trop, Adrien. Ronny. Maintenant qu'on a un bon son, on peut Ouais. laisser parler. Alors après, j'ai juste peut-être un décalage au Ah niveau ouais. du live. Donc, Tout à fait. Bah, il y avait la marmotte en premier. Après, on a le Ouais. papillon sur. Et là, on a du papillon, avec le fond un petit peu violacé, qui est très joli d'ailleurs. On dirait de l'aquarelle. Normalement, ton retour est en direct, toi, Adrien, directement sur la vision. ok, donc là, ouais, on est sur papillon Tout à fait. en rose. Ok. Donc ça, c'est des choses que tu fais, c'est autour de chez toi? Ouais, bah le papillon, là, c'est pris à 5 minutes de chez moi. Là, j'étais parti un soir faire de la macro et puis je suis tombé sur ce petit papillon là qui était vraiment en plein milieu des petites graminées. C'est des petits graminées. Alors je me souviens plus du nom de l'espèce de graminée, mais ça m'a permis de faire ce genre d'ambiance. Ouais. Et Et une notamment question- travailler sur la balance des blancs. Ouais. C'est ce qu'on disait juste avant, le fait d'avoir le résultat final dans le viseur sur les hybrides, ça m'a permis de travailler ma balance des blancs pour obtenir ce Et ce c'est genre fait, d'ambiance. c'est fait au macro 105 ou c'est fait par exemple avec le 400? Parce que il y a un très grand photographe de papillons que tu dois connaître qui s'appelle Ghislain Simard et qu'on connaît très bien, qui est un ami, qui lui travaille avec des focales assez impromptues pour faire de la photo de papillon. Du coup, toi, tu fais vraiment 105 macro ou justement tu travailles à la longue focale aussi? Alors moi, je suis pas au 105, je suis resté au 150 mm macro de Sigma. Ok. Donc je monte avec la bague FTZ. Alors c'est dommage parce qu'il est plus du tout commercialisé, Ouais. mais c'est vraiment ma focale de prédilection pour la macro. Après, si j'ai pas pris de macro, je vais essayer de faire un peu avec ce que j'ai. Notamment là, il y a 2 jours, j'avais pas le macro sur moi. Je suis tombé sur une prairie avec plein d'orchidées. J'avais que le 180-600 mm de Nikon avec moi, donc j'ai fait avec ce que J'ai ce que vu, j'avais. tu les as postées en story, je crois d'ailleurs. Ouais. Elles sont très récentes. On va passer à la photo d'après en régie. Encore de la macro, parce que c'est vrai que tu le disais, tu fais des stages justement là-dessus où tu amènes les gens en situation. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Et ça fait le lien, on va continuer à les défiler, mais ça fait le lien avec le fait que tu le disais, les gens, tu vois de plus en plus de novices, on va dire, qui veulent s'initier à la photo animalière. Ouais, il y a de plus en plus de monde. On le voit notamment. Moi, je participe beaucoup à des festivals photo consacrés à la photo animalière, et il y a de plus en plus de monde sur ces événements. Il y a de plus en plus de monde qui s'y met. Le matériel devient de plus en plus accessible, notamment au niveau des grandes focales avec les 150-600, 180-600. Donc ouais, il y a de plus en plus de monde qui s'y met. Moi, j'ai vu vraiment une différence après le Covid. J'ai l'impression que les gens sont vraiment tournés vers la nature après le Covid. Ils avaient besoin de s'aérer l'esprit. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à la photo animalière depuis le Covid. Et aussi, il y a pour ceux qui connaissent, il y a le photographe Vincent Munier qui a fait le fameux documentaire sur la Panthère des Neiges, qui a eu un très beau succès, même au niveau du grand public. Ouais. Et je trouve que depuis ce documentaire, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y met aussi grâce à lui, et notamment une nouvelle génération de jeunes de 15-16 ans qui fait de plus en plus de photos animalières. Ouais, c'est vrai que même s'ils connaissent pas forcément, Vincent, c'est une référence et tout de suite ça parle. Dans les images, et on va la réafficher. Ça, si je dis pas de bêtises, du coup, ça c'est ce que tu as fait chez nous, avec nous la semaine dernière lors du workshop, c'est ça? C'est les photos des oiseaux là, Ouais. c'est ça? Je vois pas sur le retour. Ah pardon. Ouais, c'est les 2 oiseaux. J'imagine que Ouais. c'est. Ok. J'avais Ouais, le donc nom ça, parce qu'on a parlé de ça pendant toute la journée, mais je me rappelle Il plus m'est comment il sorti, s'appelle. de la tête pendant le live, c'est grave. c'est des grès bupés. Des grèves Donc là, qui font le taxi. Donc C'est là- ça, moi j'ai retenu cette expression. Donc là, on a le mâle qui est sur la droite et on a la femelle qui est sur la gauche. D'ailleurs, on le voit, elle a un petit jeune sur le dos. On a la petite tête du jeune qui dépasse sur son dos. Et c'est Ah ça, oui. faire le taxi, c'est-à-dire qu'en fait, il les amène, le mâle plonge récupère le poisson et vient lui donner comme ça. Et Ouais, c'est c'est vrai que tu as participé à la session Nikon qu'on a fait, Ouais. où on a aussi vu du coup qu'il y avait pas mal de gens qui découvraient la photo animalière et cette pratique, parce que je vous en parlais tout à l'heure, nous l'idée c'est vraiment de vous amener dans des conditions nouvelles. On va vous mettre une petite vidéo
Un petit récap, il y aura une vidéo YouTube qui sortira là-dessus aussi, mais juste là un petit teaser de 10-15 secondes sur la vidéo sur l'affût flottant qui vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Voilà, donc vous avez vu une petite vidéo sur ces affûts. Donc on les a vus, on a surtout voulu vous montrer un petit peu aussi des beaux animaux, mais vous avez vu ces petites tentes un peu flottantes qui vous permettent du coup de garder le matos en sécurité et de faire ce genre d'image comme on voyait là avec la photo d'Adrien. En rasant. Complètement à ras le sol, ouais. Et bah, c'est vrai que du coup tu me disais, même toi Adrien, c'est la première fois que tu utilisais cette technique, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était la première fois. Ouais. C'est un peu compliqué de trouver des étangs à la montagne. Moi, je suis vraiment en altitude. Je suis à 1000 mètres d'altitude, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, il faut des autorisations. Donc, c'est pas forcément ouvert pour tout le monde. Donc, c'est vraiment cool que IPLN propose ce genre de. Ouais, on a eu la chance et on remercie Monetti, si jamais il passe sur ce live, de nous avoir permis d'avoir l'accès à ces étangs. Bruno aussi de l'équipe IPLN pour leur gars. Et je vous fais la réflexion à vous ici. Et je te l'ai dit tout à l'heure en aparté. Parce que du coup, sur l'une des sessions, à un moment donné, il y avait un peu moins de monde. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de vivre cette expérience. Et du coup, je me suis mis à l'eau avec pendant 1h30 dans un affût flottant. C'était une première pour moi, l'affût flottant évidemment. C'était une première pour moi, l'affût tout court. La photo animalière, c'est pas ce que je fais habituellement. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que j'en suis ressorti en me disant, ok, les gars qui sont capables de faire ce genre de photos, je leur tire mon chapeau. Et 2, et c'est aussi, ça permet de remettre en perspective ce qu'on fait tous les jours. C'est que nous, quand on est avec les gens, de temps en temps, c'est ok, bah voilà, tu te mets dans tel mode, tu mets tel mode autofocus, tu choisis tel collimateur, tu fais comme ça, t'inquiète, ça va marcher. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Parce que Vraiment de la théorie. Je peux vous dire que quand je suis dedans, j'ai passé, donc je disais à peu près 1h30, les 25 premières minutes, j'ai pas fait une photo qui servait à quelque chose. L'autofocus, je m'y suis repris à 4 fois avant de trouver quelque chose qui tenait la route. J'étais trop loin, et j'avais un 600 mm, j'arrivais pas. Enfin bref, c'était une catastrophe. En plus, t'avais pas une optique qui ouvre à 6.3. Alors non, et puis de base, je suis pas très doué parce que je suis pas photographe, hein, qu'on s'entende bien. Et bon, après 45 minutes de dur labeur, j'ai réussi. Je vais pas vous les montrer, hein, je les ai pas ici, hein, donc ça sert à rien. Mais j'ai réussi à sortir 2-3 images et effectivement. Moi, j'aimerais bien les voir par contre, si c'est possible. Ça sera l'occasion d'un autre live. On en ressort. On fera un live retouche avec Ronnie. Voilà, exactement. Et avec Aichi, ouais. Et on en ressort. Vraiment satisfait. Et du coup, en fait, je pense que là-dessus, tu as ce côté où et toi, tu dois l'avoir aussi, tu es vraiment enfermé, tu es dans ton affût, pour le coup, flottant. Tu pas de bruit, tu personne autour de toi, tu as toi ton boîtier, les oiseaux que tu vois, et derrière. Dans ton monde, en fait. Voilà. Et tu penses à rien. Ouais, ça a vraiment un côté très. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment un côté très apaisant. T'as vraiment pas de bruit, tu flottes dans l'eau, donc t'as plus cette gravité. Donc c'est vraiment une expérience très particulière et qui est hyper spéciale, ouais. Et du coup, pour reparler 2 secondes de tes stages, est-ce que tu peux, en quelques secondes, nous faire un petit pitch? Qu'est-ce que tu proposes comme type de stage? Combien de temps ça dure? Combien de personnes, etc. Ouais. Alors moi, je propose 2 types de stages. Donc ça se passe en Savoie. Moi, je suis situé en Savoie, à côté de Pralognan-la-Vanoise. Et donc, je propose des stages animaliers. Donc ça, c'est plutôt au mois de mai parce qu'on a la chance en Vanoise d'avoir les bouquetins qui descendent très, très bas au mois de mai. Donc, ils sont très accessibles. Donc, ça permet vraiment de travailler nos photographies, de voir beaucoup d'animaux. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire au mois de mai. Donc, photos, bouquetins et également marmotte. Et au mois de juin, je vais faire de la macrophotographie. Donc, on va essayer de photographier de manière artistique les papillons des Alpes. Donc, on va avoir beaucoup d'espèces communes comme le gazé, le demi-deuil. Et on va également avoir des espèces un petit peu plus rares comme l'apollon ou la scalaf. Et donc, ça se passe sur 2 jours à chaque fois. Ok, très bien. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Adrien Pose Nature pour obtenir les infos. Un dernier petit truc, c'est un souhait, c'est-à-dire qu'en gros, mon idée c'était de te dire, voilà Adrien, je suis le génie de la lampe, je te laisse la possibilité de choisir 2 fonctions inédites qu'on n'a jamais vues dans aucun boîtier aujourd'hui et de pouvoir les mettre sur les prochains boîtiers. Qu'est-ce que tu choisis? C'est pas évident parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Je pense que si on peut encore améliorer encore plus l'autofocus, ça peut vraiment être pas mal de pousser le truc encore plus loin, même si on est déjà arrivé sur des niveaux hyper performants. Mais non, moi, une fonctionnalité que je verrais bien, c'était quelque chose qui est disponible. Je sais plus, c'est une longue vue. Non, c'est des jumelles. Ronnie, tu m'en avais parlé, tu voulais que je le teste. Ouais, la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Ouais, la jumelle c'est des jumelles qui reconnaissent les animaux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas
mettre ça dans des boîtiers, ça pourrait être hyper intéressant pour apprendre les différentes espèces pour les gens qui débutent. C'est pas forcément évident. Quand j'ai vu apparaître cette nouvelle caractéristique sur la Swarovski AX Visio, qui en fait en soi intègre une base de données qui va reconnaître automatiquement les espèces. Avec une caméra 12 mégapixels pour exactement. voir, Et en plus de ça, avec possibilité de déclencher. On peut capturer. En fait, dès qu'on va vouloir reconnaître un oiseau, il va ensuite l'intégrer dans sa mémoire interne et le vider sur l'application téléphone. Comme ça, on peut revoir et revérifier l'identification. Mais c'est hyper intéressant de l'avoir sur une jumelle ou une longue vue, mais ça serait hyper intéressant de l'avoir dans un appareil photo. C'est clair. Et avec l'IA, c'est des choses dont on parle avec peut-être des reconnaissances de sujets plus aboutis. Ouais, c'est clair. Ah, c'est une bonne idée ça. Sinon, ce que j'aimerais bien aussi, c'est une meilleure réduction du bruit, mais directement sur le boîtier. Quand je vois ce qu'on arrive à faire maintenant avec des logiciels comme Lightroom ou DxO Puro, je me dis s'ils pouvaient intégrer ce genre de choses directement sur le boîtier, ça permettrait de gagner pas mal de temps, quoi. Super. C'est clair. Et puis pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner, si tu avais quelqu'un, un jeune ou moins jeune qui te dit je veux me lancer dans la photo animalière, si tu avais 2-3 tips, petites astuces à lui donner, aussi bien en pratique que en matériel, que ce soit boîtier optique, mais un petit accessoire qui te change la vie toi au quotidien et dont tu peux pas te passer. Voilà, si tu avais quelques petites astuces comme ça pour conseiller les gens qui nous regardent et qui souhaiteraient se mettre à la photo animalière. Alors déjà, la première chose que je dirais, c'est de se renseigner sur les animaux. C'est vraiment hyper important, notamment l'éthique en photographie animalière, c'est hyper important parce que on fait face à des espèces qui sont très craintives et selon ce qu'on va faire, si on fait des choses de manière un petit peu aléatoire, on peut provoquer des gros problèmes, notamment sur, je pense, les photographies au nid ou proche des terriers avec les jeunes, ça peut vraiment avoir un impact hyper important sur les animaux. Donc c'est vraiment très important de se renseigner, de se former par rapport à ça, de se renseigner sur les espèces qu'on veut photographier. Donc ça, c'est vraiment pour moi clairement le plus important. Après, si je devais donner un autre conseil, ça va peut-être rejoindre un petit peu aussi le fait de se renseigner sur les animaux, c'est d'apprendre à anticiper le mouvement des animaux. Moi, j'ai remarqué souvent que les gens que j'ai en stage, ils vont essayer de s'approcher de l'animal, mais l'animal, on va le faire fuir naturellement. Et ils vont continuer à essayer de l'approcher. Et généralement, ça donne pas forcément des belles photos parce que l'animal nous tourne un petit peu le dos. Donc, c'est pas forcément hyper esthétique. Et puis, ça peut le faire fuir. Alors que si on apprenait vraiment à connaître les espèces, ça serait mieux, tu vois, de contourner l'animal, d'essayer d'anticiper le mouvement pour se placer sur son endroit de passage. Et là, on aurait des photographies beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus éthiques. Et au niveau du matériel, moi, ce que je conseillerais, c'est quand vous débutez, c'est vraiment d'acheter la focale la plus longue possible que votre budget le permet. Moi, je pense qu'en photographie animalière, c'est bien de démarrer sur du 400 mm minimum. En dessous, c'est vraiment très compliqué sur des petits sujets comme les oiseaux. Et si vous avez le budget pour vous payer des 180-600 ou des 150-600, il faut vraiment pas hésiter à aller sur une très longue focale. C'est ça qui vous permettra de ne pas être frustré au début parce que c'est très compliqué d'approcher les animaux. Super, merci beaucoup pour tout ça. Et en tout cas, ça donne... la deuxième partie, on l'a compris. La première laisse bien comprendre que, encore une fois, c'est pas que le matériel et qu'effectivement, et d'ailleurs, on le voit, il y a des gens qui, avec des compacts, avec des bridges, avec un peu tout style d'appareil, ils arrivent à faire des bonnes photos. Et la connaissance, encore une fois, de l'animal, de l'environnement, etc., permet forcément aussi de pouvoir être bien placé et qu'encore une fois, c'est ça qui va compter. Et c'est vrai qu'en commentaire, il y a, pour synthétiser ce que vient de dire Adrien, c'est en fait... quel conseil on peut donner, c'est observer et comprendre les animaux, effectivement. C'est une très exactement ça. Et c'est comme ça, comme tu le disais, la photo éthique, c'est-à-dire faire attention aussi à ne pas déranger l'animal dans son environnement. Oui. Parce que sinon, on avait des gens qui nous photographiaient à 2 mètres, je pense qu'on en aurait vite marre. C'est à peu près la même logique ici avec les animaux, quoi. Sauf qu'eux, ils ne sont pas habitués en plus à avoir ce genre d'appareil. C'est clair. Merci beaucoup, Adrien. Merci pour ta Adrien. venue. Merci pour ta patience. Et merci aussi tous ceux qui nous ont regardés d'être restés pour écouter le témoignage d'Adrien malgré les problèmes de son. Et on attend très rapidement, en tout cas, dès que tu vois ta vidéo sur le Z6 III, sur ces tests sur l'autofocus notamment assez précis. Je le teste cette semaine, donc le temps de tourner et de monter tout ça, je pense que ça sera disponible la semaine prochaine. Génial. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Adrien. Merci pour l'invite. Salut. Voilà, on parle de tous ces nouveaux autofocus, toute cette nouvelle puce à l'IA, les 3D suivis, etc. C'est toujours plus, en fait. Et du coup, le sujet actuel, et pas que dans le monde de l'utilisation des appareils photo, mais dans le monde global. Aujourd'hui, l'IA est au cœur
de notre quotidien. On en entend parler j'ai l'impression que chaque jour il y a une nouvelle technologie IA qui arrive, entreprise etc. qui s'y met, une nouvelle technologie, un nouveau process. Et du coup, on va parler IA pour dans la création de contenu, aussi bien à l'intérieur des produits que surtout derrière en post-traitement, et aussi bien au niveau de l'IA intégrée dans des logiciels comme DaVinci ou sur les logiciels Premiere également, que toutes les différentes IA génératives qui vont peut-être bientôt arriver. L'IA est un vrai sujet d'actualité aussi, parce que on voit notamment et dernièrement toutes des images un peu du montage qui ont pu être faites, qui ont été détournées. Des marques ont pris aussi ça, puisque alors ça a été initié par Leica, ça a été repris aussi depuis par d'autres marques, tout ce système d'authentification. C2PA, qui est intégré de plus en plus, qui a été de base amené par Adobe sur une. Je crois pas que ce soit une technologie de leur part, il faut m'arrêter si je dis une bêtise, mais qui a été intégré à leur logiciel, qui permettait de suivre un petit peu tout ça. Et on a vu très rapidement en fait des boîtiers suivre, avec du coup le premier qui a été, si je dis pas de bêtises, le Leica M11. Le M11P. M11P qui a amené ça. On l'a vu dans l'Alpha 9.3 récemment aussi. C'est en fait une petite puce qui va dire sur votre photo, dans les métadatas, quelque chose que vous n'allez pas du tout pouvoir modifier. Cette photo a bien été faite par un humain. Et en fait, c'est très important parce que quand on parle d'IA, on parle aussi de IA versus humain. Alors, même si on va le voir, on va en discuter quand on aura Loris, Marie et Maxime avec nous. On a Maxime, pas Loris. Wow, on a des petits retournements de situation. Mais on va voir Maxime. Que ça fait fait là, Maxime. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très bien. J'imagine que vous aussi avec. Oh là là, mais t'es beau. On a des décors qui matchent. Des fleurs toi aussi. Et oh là là, les mêmes. Oh là là, mais il y a du BG par ici. Incroyable. Oh là là, donc Maxime, que vous commencez peut-être à connaître, il était là dans le live l'année dernière. C'est un créateur d'un peu plus longue date. Presque dès le début. Vainqueur du 4-2-2 challenge. Et oui, c'est vrai. Tu nous as pas mis le petit trophée en arrière-plan, Max? Si, il est là. Ah, magnifique, je voyais pas. Il est un peu dans le flou, mais il est là à côté du trophée YouTube. Sublime. Ouais, bravo. parce que un objectif f1.8, donc tu comprends, c'est le flou, tout ça. Effectivement. Du coup, voilà, si je voulais vous avoir tous les deux, les gars, c'était pour parler de tout ça, pour parler un peu de l'IA. Je sais que toi, Max, tu as déjà fait pas mal de contenu autour de l'IA sur ta chaîne YouTube. Tu as testé pas mal de trucs. Loris, Marie aussi, on en a discuté un petit peu. Tu as aussi pu tester, que ce soit intégré à Adobe ou dans d'autres logiciels de l'IA. Donc voilà, moi je voulais avoir un peu votre avis déjà sur peut-être quelques petits logiciels qui vous auraient potentiellement aidé dans votre workflow de vidéaste, et puis après voir un peu effectivement partir sur peut-être la génération par IA qui fait peur à beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir peur, est-ce que non? Voilà, qu'on discute un peu de tout ça ensemble. Déjà, Maxime, toi j'ai vu que tu as fait pas mal de vidéos sur l'IA, on en parlait tout à l'heure aussi un petit peu. Tu as des logiciels que tu utilises au quotidien. C'est quoi ton intégration de l'IA dans ton workflow, et qu'est-ce que tu utilises ou que tu as utilisé comme type de logiciel par exemple? On essaye déjà d'en utiliser un maximum, plutôt dans le sens de ne pas passer à côté de quelque chose en fait. L'IA aujourd'hui, je le dis assez régulièrement, mais c'est pour moi un outil qui est hyper intéressant. Ça permet d'aller plus vite en fait. C'est un outil. C'est ça aussi souvent on oublie, c'est que c'est pas quelque chose qui est là pour nous remplacer, c'est quelque chose qui est là pour nous faire aller plus vite, nous faire avancer. Donc avec l'équipe de jeunes, on va dire, j'ai deux jeunes qui travaillent aussi avec moi, qui ont 21 et 22 ans. Ils sont encore plus connectés que moi, on va dire, sur la partie IA. Donc, tous les jours, on essaie de tester les nouveaux. Aujourd'hui, on essaye surtout d'avoir des IA qui nous fassent gagner du temps. Je pense notamment à Shade. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps. C'est une IA qui te permet de retrouver des rushs. Et ça peut être pratique quand on est sur des NAS ou des SSD qui sont, tu sais, avec énormément de rushs différents. En fait, on va pouvoir taper typiquement genre le mot-clé plage. Et lui va sortir tous les rushs où il y a une plage dessus. Ça, tu vois, ça c'est le genre de choses que nous on a besoin d'un point de vue plus création de contenu. Mais demain, pour des rushs clients, si j'ai fait des dizaines de vidéos avec lui et qu'il a besoin d'un rush en particulier, tu vois, ça peut être assez pratique. Je ne sais pas si toi tu l'avais utilisé aussi, cette partie-là, un peu de Shade. Ouais, moi genre, je l'ai pas utilisé justement. Je pensais à l'intégrer parce que je la voyais depuis quelques temps, et du coup en voyant ta vidéo, ça m'a encore plus donné envie de tester ça. Nous, je sais qu'en prod, il y a des IA plutôt de montage et d'aide au montage qu'on va aider. Typiquement Clap, qui est une boîte en plus développée par des Français, donc c'est assez cool sur le chat de finalement se rendre compte qu'on peut leur parler en français. Ça fait toujours plaisir de voir des Frenchies derrière des belles apps. C'est, pour ceux qui connaissent pas, une app qui vous permet en fait de redécouper de la vidéo longue sous force de petits formats courts. Alors il y a un virality score qui est à prendre avec des pincettes, on va dire, mais qui permet de savoir un petit peu selon les types de mots-clés, l'optimisation SEO, etc., comment va marcher la vidéo potentiellement sur les réseaux. Et puis nous, ça nous a vraiment permis
d'améliorer et de raccourcir, on va dire, notre workflow en termes de montage sur certaines partie de contenu parce qu'on se retrouvait du coup avec des choses qui permettaient d'accélérer, parce que en fait un monteur il doit ouvrir ton projet, créer les timelines, venir agrémenter, regarder toute la vidéo, etc. Là où en fait l'IA elle va beaucoup plus vite et elle monte avec le texte, donc c'est vraiment beaucoup plus rapide, quoi. Toi, je sais que pour tes podcasts, pour les formats très longs, tu as utilisé un petit peu Autopod aussi, qui est un outil de montage. T'en as pensé quoi toi de ton côté? Ça c'est un outil qui est assez pratique quand vous faites pas mal de podcasts. En fait, Autopod, ça permet de cutter automatiquement imaginons vous avez plusieurs caméras, vous avez le même audio, et en fait il va cutter et comprendre à quelle personne appartient quelle voix, et en fait il va automatiquement faire le montage. Et ça, c'est vrai qu'avant Autopod, honnêtement, je pense qu'on passait peut-être 1 à 2 journées peut-être de faire le dérush. Une journée, c'est pas mal. Et là, avec Autopod, en fait, tu le fais en 15 minutes, quoi. Donc, ça te permet de directement cutter et choisir les bonnes images. Et après, tu peux repasser, on va dire, rapidement. Mais déjà, ça fait quand même un très, très bon travail. Et c'est un gain de temps de fou, quoi. Nous, c'est exactement ce genre d'IA qu'on essaie d'aller chercher. C'est des IA qui nous font gagner du temps. On avait parlé aussi un petit peu d'Eleven Labs. Je ne sais pas si tu voudrais qu'on en parle aussi un peu tout à l'heure. Mais ça aussi, c'est en termes de gain de temps par rapport au podcast, ça peut être assez pratique. En termes de génération, c'était assez ouf. Toi, tu as pu le tester un peu tout ce qui est génération de ta voix, clonage de voix. Ouais, on a pu le tester. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est au-delà de moi, entre guillemets, ou de la partie création de contenu, c'est qu'on a des clients de temps en temps en interview qui disent quelque chose et qui n'auraient pas aimé le dire de la même manière. Et en fait, aujourd'hui, avec Eleven Labs, on arrive à donner cette voix, enfin leur voix, entre guillemets, pour les faire redire ce qu'ils voulaient dire de base, tu vois. Alors, je sais pas, c'est pas très bien expliqué, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Si ton client n'a pas dit la bonne phrase, s'est trompé un petit peu, tu peux tout à fait, toi, avec son autorisation, je suppose évidemment, venir lui faire redire une phrase. C'est ça. La bonne en fait. C'est ça. Et c'est assez incroyable parce que du coup, il y a certains clients, je m'en souviens, ils m'avaient dit je suis désolé, mais il va falloir qu'on la recommence parce que l'intonation était pas bonne, donc il fallait refaire un tournage, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai une vraie solution que je peux leur donner, entre guillemets, en disant voilà, nous on peut faire ça. Évidemment, il faut essayer de la camoufler avec des rushs d'illustration, des choses comme ça, parce que encore le lip syncing là, avec les lèvres qui bougent, etc. est pas carré, on va dire à 100%, mais c'est quand même une solution de fou qui te permet de gagner du temps, quoi. Et puis peut-être quelque chose qui va du coup t'aider sur ce lip syncing, c'est carrément de pouvoir en fait générer des personnes complètes avec de la vidéo. Je sais que toi t'en as parlé très récemment en vidéo avec une petite partie clonée de toi qui est franchement assez folle. C'est ce côté pouvoir cloner des visages. Donc Eleven Labs, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société qui permet littéralement de te cloner en vidéo. Et il est plus beau gosse ou il est moins beau gosse que Maxime tel que... Non, il a plus de cheveux. C'est sûr qu'en tout cas il a pas une pelvis. Le clonage de Max est tout aussi beau gosse que lui, je crois. Ouais, non, cette partie la clonage aussi, c'est assez impressionnant, c'est limite flippant. En vrai, on l'a testé justement avec que ça soit avec moi ou avec d'autres, et en fait, on a de plus en plus de mal à remarquer que c'est une IA, quoi. Et du coup, tu as l'impression d'avoir un alter ego un peu bizarre. On a essayé aussi de me mettre, tu sais, des langues un peu différentes. Il va reprendre bien ton timbre de voix, il va bien faire bouger les lèvres exactement au beau moment pour que ça passe. Donc c'est assez impressionnant. Ça fait un peu peur au début. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même un outil qui peut être assez impressionnant et dans certains cas qui peut être très utile. Mais là-dessus, du coup, toi, c'est ce que je vais dire est idiot, mais toi qui te connais, est-ce que du coup, non mais ne rigolez pas, vous allez comprendre la question. Est-ce que du coup, quand tu vois, non mais vous allez comprendre la question. Donc je la répète parce que là, ils se foutent de ma gueule. Tu te connais ton Ronnie ou pas? Maxime, s'il te plaît, on essaye de d'être sérieux. Ouais, non, toi qui te connais, quand tu te regardes en vidéo, toi-même, tu connais évidemment tes réactions, etc. Mais est-ce que la génération qui a été faite, est-ce que tu as l'impression de dire, OK, il a les mêmes expressions, il a le même froncement de sourcils, il a le même levé, etc. Ou malgré tout, quand même, encore une fois, toi qui te connais, tu sais dire, non, ça, c'est pas moi. C'est marrant ta question, parce que c'est vrai que je commence à me connaître un peu. De temps en temps, je me parle un peu. Ah, mais ça veut dire que même toi, je peux pas compter sur toi, Maxime. Excuse-moi, elle était trop facile. La blague, hein. Merci Maxime. Elle était trop facile. Si, en vrai, c'est une bonne question parce que du coup, quand tu te vois et que tu sais que c'est pas toi, entre guillemets, tu sais que ça a été généré par une IA, t'as l'impression que on connaît quand même nos réactions, etc. Donc moi, je trouve que ça se voit encore un peu. Mais en fait, plus on avance, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on aura la même conversation dans 3 mois. Je suis quasiment sûr que je te dirais non, on voit pas la différence en fait. C'est que ça évolue. Ça évolue tellement vite. Et ouais, parce qu'on voit, alors c'est pas le même sujet du tout, mais on voit sur les réseaux et sur X ou et plein d'autres qu'il y a des faux créateurs de contenu
qui sont créés from scratch, bien sûr. 100% IA, et qui arrivent à atteindre des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés, alors que c'est de zéro, quoi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un moment donné, on arrive quand même à se rendre compte qu'on est pris au piège par le système ou pas? Ouais, ça va être très compliqué. Ça va vraiment être un enjeu de médias, en fait. C'est de savoir est-ce que ça a été généré par une IA ou non. Je suis quasiment sûr qu'on va avoir de plus en plus de créateurs un peu popés comme ça, mais uniquement faits avec de l'IA. C'est ça qui va être assez complexe, parce que demain, on n'arrivera pas à savoir si on parle à un robot, enfin si c'est un robot qui nous parle ou si c'est quelqu'un d'humain. Donc, il y aura, je pense, j'imagine, des techniques, des choses comme ça, ou peut-être un bandeau affiché, ou Là, on le voit déjà avec Instagram où qui commence à reconnaître si ça a été fait avec une IA ou pas. Ça marche très mal. Ouais, à tort, effectivement. À tort, ouais. Dès que tu fais de la retouche, en fait, c'est la même. Ouais. Je pense que ça doit être basé sur la certification C2PA où dès qu'il voit qu'il y a un truc retouché, il y va. Mais du coup, n'importe quel passe dans Lightroom devient de l'IA, ce qui est complètement fou. En fait. Il nous attend patiemment. Je vois Loris Marie. Créateur qui nous a récemment rejoint dans la team. Carrément. Très très chaud sur toute la partie montage, étalonnage surtout. Toi, tu es à fond sur tout ce qui est image, colorimétrie, qualité d'image aussi. Comment toi, tu vois un peu ces IA, on va dire, génératives qui de plus en plus arrivent. On l'a vu là avec l'Humalabs dont on a parlé assez récemment ensemble. On l'a vu aussi avec Sora qui va visiblement bientôt être intégré à Premiere Pro. Alors, je sais que c'est DaVinci, mais ça devrait peut-être arriver aussi. Toi, comment tu vois ça dans d'un point de vue de vidéaste professionnel etc. Et surtout au niveau de l'image aussi en termes de qualité pure et dure? Un outil qui est hyper intéressant. D'un point de vue créativité, ça pourra être très utile pour les vidéastes, notamment si on n'a pas possibilité de faire les rushs qu'on désire ou si on a des problématiques sur un tournage, si on manque de, je vais dire une bêtise, mais si on n'arrive pas à tourner le plan qu'on désire ou etc. Ça peut débloquer sur ces sujets-là, ça peut aider. Mais je pense que c'est à prendre avec des pincettes, ça reste un outil quand même. Faut pas oublier que le principal, c'est le tournage. Et pour moi, je le vois vraiment comme un outil précisément, mais pas comme, ni comme une menace, mais ni comme, faut pas que ça devienne l'axe principal de notre métier, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, il faut pas que ça vienne remplacer les tournages, mais comme tu dis, sur de l'illustration ou des petites choses comme ça, ça peut venir te sauver. C'est oh là là, il manque un plan d'une dame au loin qui marche de dos avec une robe rouge. Ça peut être pratique de pouvoir la générer hyper facilement plutôt que de devoir trouver une dame avec une robe rouge et pouvoir la filmer dans l'endroit qu'on veut. Ouais, complètement. Puis sur le sujet sur l'axe de la qualité, comme tu me demandais, je pense qu'on va atteindre de toute façon des sphères dans quelques mois ou années qui seront aussi bonne que la caméra, à mon avis. On atteindra la 6K, on atteindra la 8K. Je pense qu'ils iront plus vite dans l'évolution de l'IA que l'on a été dans l'évolution des caméras, à mon avis. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, c'est tout une question d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a les données, on a énormément d'images qui arrivent chaque jour sur Internet de partout. Donc effectivement, là, on est aux toutes premières versions, on a à peine les premières versions en semi-test. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue et comment c'est intégré à nos logiciels de montage, notamment avec Premiere pour très bientôt, visiblement. On croise les doigts. Ouais, complètement. Sora, c'est assez impressionnant, mine de rien, déjà rien que ce que nous a montré Adobe par rapport au teasing, etc. C'est bluffant, quoi. Il y a toujours des petits décalages, des petites erreurs à droite à gauche, mais honnêtement, pour un premier jet, c'est quand même très impressionnant. Des fois, il y a un petit côté, je trouve, jeu vidéo hyper réaliste, c'est-à-dire que tu sens que c'est pas vrai, mais tu dis, mais pourquoi pas? Il y a ce petit côté un peu. Ouais, ça laisse le bénéfice du doute, ouais. Complètement, ça laisse le bénéfice du doute, et c'est là où ça peut être un petit peu biaisé pour certaines créations. Des fois, on a du doute, comme vous disiez sur Instagram. Instagram qui détaille que c'est une IA ou pas d'IA, on ne sait pas réellement sur quoi danser, et honnêtement, ça va devoir être, je pense, juste bien maîtrisé, bien cadré, et à partir de là, ce sera un outil formidable. Et merci beaucoup pour ton avis là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va arriver dans les logiciels. Merci à Maxime aussi, je sais pas si tu es encore là, je te vois pas. Si, tu es encore là. Bye bye Maxime, merci à vous. Merci à vous les gars. Merci à tous les deux les gars, merci de votre patience. Malgré tous nos petits problèmes. C'était top de vous avoir. Désolé pour les petits problèmes. Merci à toi. Merci Loris. Bye bye les gars. Bisous les gars, merci. Ciao. Bon voilà, je pense que on approche de la fin. Voilà, de cette introduction à cet anniversaire, parce que c'était que le début, on va dire, des hostilités. Il y a plein de promos qui arrivent dès ce soir. On va le rappeler peut-être pour ceux qui nous ont rejoints en cours. Du coup, là, vous avez eu les codes promo. On a vu pas mal de commandes passer. Donc, si vous en avez profité et que vous avez pu vous faire plaisir, franchement, trop content, tant mieux. Ravi que ça ait pu vous servir. Régalade. C'était la régalade, exactement.
Il en reste encore un petit peu, il faut être très vite parce que tout le monde a un peu compris la mécanique. C'est ça. Donc les codes promo, on voit dans les commentaires, ah mais ça marche pas, ce qui part très très vite. Ils vont assez vite, exactement. Il y a des petits filous qui sont très malins. Et puis après, on va démarrer à partir de demain des promos pendant une semaine. Je te laisse redonner les 2 mécaniques. Et puis après, on va reparler il y a effectivement les codes promo que vous avez bien utilisés. Il y a également guetté la carte IPLN qui va être dans tous vos colis et qui renvoie vers un événement en live où en fait on va tirer au sort une commande qui aura été passée pendant la semaine en fait d'anniversaire IPLN et qu'on va rembourser intégralement. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et si vous avez envie d'avoir une chance de voir votre commande remboursée, il faut passer commande pendant cette semaine-là. Et puis aussi, rendez-vous demain sur YouTube, sur la chaîne YouTube, avec un documentaire exceptionnel qui retrace l'histoire d'IPLN, les coulisses de cette histoire familiale, les créateurs, etc. On essaie de vous faire un condensé de tout ça. Et voilà, vraiment hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Et je pense qu'on va se quitter là. On va vous dire un grand merci pour votre présence. Merci pour votre patience. Vraiment. Exactement. Merci beaucoup ça a de pu votre être laborieux à des moments, mais c'était un vrai plaisir. En tout cas, nous, on a passé un trop bon moment. On a vu qu'il y a eu du monde en permanence. Comme je l'ai dit, ça va être en replay. Et si vous avez des questions par rapport à des sujets qui ont pu être évoqués, par rapport à des commentaires qu'on n'a pas pu prendre ou autres, n'hésitez pas. Encore une fois, sur le site, le chat en ligne, on est là. Par mail, on est là. Sur les réseaux, vers Instagram, on est là aussi. Donc n'hésitez pas, on est content d'être avec vous et que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. On va peut-être laisser passer ces 14 dernières secondes ensemble avant de se dire au revoir pour que le dernier code promo parte. Ouais, je vais l'utiliser moi. Vas-y, je me mets dessus aussi. Je suis passé rapide. Soyez plus vifs, Ils sont trop chauds, ils ont fait ça pendant tout le live. En tout cas, un grand merci. Merci à la régie aussi, même si ça a été laborieux à des moments. On a réussi, très on a tenu, bravo, ils ont été rapides. Bravo pour l'installation aussi qui a été finalisée en dernière minute. Donc voilà, dites-nous ce que vous avez bien aimé ce lieu. On va faire de plus en plus d'interventions ici dans ce studio. Ça maintenant, exactement, ça sera un vrai plaisir. Merci la team. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut à tous, on vous embrasse. Ciao, bye bye. Bye bye la team, ciao.